Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. On continue sur notre lancée d'épisodes à peu près réguliers, chose qui est bien, mais qui va devenir périn. Comment ça va, Roman ? Bah ça va très bien, on vient de passer une merveilleuse semaine. Une merveilleuse semaine puisque nous étions au PIF, Paris International Fantastic Film Festival, et on est là pour vous en parler plus en détail. Quels sont les films ? Qu'en avons-nous pensé ? Comment s'est déroulé le festival ? On va évidemment tout vous dire. Tout d'abord, on va pas forcément rappeler le détail des sélections et des différentes organisations, puisque nous l'avions déjà fait dans l'épisode sorti au moment où vous l'écouterez, il y a 2 semaines, du coup. 2 semaines et demie, où on présentait la ouais, sélection, nos attentes, quels sont les différents films qui étaient là. Là, ici, on va vraiment se concentrer sur le festival en lui-même, ce qu'on a pensé des films, donc on va se concentrer là-dessus, et vous aurez eu un petit détour si on a des choses à dire à chaque fois sur peut-être certaines interviews que nous avons pu mener, enfin bref, vous allez tout avoir, Alors juste, Bien petite aparté, avant de rentrer dans le tas, une annonce concernant nos réseaux. On s'est lancé sur TikTok, voilà, donc vous pourrez retrouver entre autres l'intégralité de nos avis à chaud sur les films du PIF, TikTok et Insta, et on s'est aussi lancé sur YouTube. Vous pouvez retrouver donc désormais l'intégralité des épisodes du podcast en format vidéo sur YouTube, ainsi que, ça devrait déjà être sorti au moment où cet épisode sortira, l'intégralité de nos avis à chaud compilés dans un format long. Un nouveau travail de longue haleine effectué par Roman, donc un immense merci à toi. Alors, je propose qu'on démarre sans plus attendre, parce qu'on a un programme sacrément chargé. Ouais. Avant toute chose, rapidement, outons quand même les films qu'on n'a pas pu voir. Ouais. Donc les films dont on ne va naturellement pas parler sont donc Mag Mag, qui était en compétition. Oui. Kist, qui était une séance culte sur un couple nécrophile. Et qui était la seule programmation en pellicule, en 35 mm. Si vous avez écouté l'épisode de présentation, vous savez que c'était un prêt de la Cinémathèque de Toulouse. Exactement. D'une façon générale, tous les films qu'on a ratés n'étaient pas reprogrammés. C'est aussi pour ça qu'on a dû malheureusement les skipper. Donc Crazy Old Lady, qui était également en compétition, et celui-là je suis particulièrement dégoûté de l'avoir raté puisque c'était le film produit par Juan Antonio Bayona. Oui. Mort de rire de Alex de la Iglesia, séance culte qui passait vendredi, et The Last Viking, séance qui passait vendredi soir, le nouveau film du réalisateur de Riders of Justice, à nouveau avec Mads Mikkelsen. Et celui-là, il était en hors compétition, en séance parallèle. En séance parallèle, exactement. Bref, attaquons tout de suite. On a donc démarré mercredi à 19h30 avec Sisu, les chemins de la vengeance. C'est ça, alors techniquement, on a démarré avec Jacques. Avec Jacques the Giant Slayer. Alors effectivement, lors de la cérémonie d'ouverture, il y a donc eu un double programme et un triple avec le début de soirée, qui était donc Jacques the Giant Slayer, court-métrage de Justin Benson et Aaron Moorhead, suivi de Sisu, les chemins de la vengeance, de Yann-Marie Helander, et Vampire Hunter D Bloodlust pour clôturer cette merveilleuse soirée. Alors, qu'as-tu pensé de Jacques, avec du recul ? Jacques écrit à la française. Oui, évidemment, parce que le personnage est français, il parle même français dans le cours. Jacques, c'est dans la veine, je trouve, de Spring. C'est-à-dire un univers assez marqué visuellement, là qui va en plus emprunter à la fantasy, donc avec tout ce côté limite, j'allais dire limite médiévale, mais non, mais limite très ancré dans le passé, parce que le film se passe en plus début 20e, si je dis pas de bêtises, et avec donc identité visuelle très marquée, identité sonore très marquée aussi, et globalement c'est une petite attraction, disons. C'est un petit manège dans lequel réussissent à nous embarquer Benson et Moorhead, qui est assez efficace dans le fait d'embarquer le spectateur, et qui, en 10 minutes, nous propose justement ce petit voyage à travers leur monde, à travers ces créatures. C'est très atmosphérique, c'est très lent, mais il y a des visuels qui marquent, notamment cette bestiace. Qu'est-ce que toi t'en as pensé ? Alors, je viens de vérifier la durée de 22 minutes. 22 minutes ? Ouais. Et alors, personnellement, je me suis fait remarquer que c'est peut-être le meilleur film pour démarrer leur cinéma. J'en avais parlé lors du format du retour court qu'on avait fait. Mais c'est quand même un cinéma qui est pas très simple à cerner, notamment par son aspect très évanescent, qui va prendre beaucoup de plaisir à perdre un peu son spectateur, tout en perdant ses personnages par ailleurs, en ayant des univers qui sont... c'est le nôtre, c'est pas vraiment le nôtre, c'est un peu le nôtre quand même, et au final pas du tout, et il y a des bestioles, et parfois des infections, et tu sais pas. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est des cinéastes que j'estime beaucoup, et je me suis fait remarquer que c'est peut-être leur plus facile pour démarrer. Pourquoi ? Parce que, par le format resserré, ils sont obligés d'avoir une narration qui est plus à l'os, plus directe, et également un univers qui est plus marqué. C'est-à-dire que dès le début, on sait que c'est pas le nôtre.
Ça part comme étant le nôtre, mais c'est pas le nôtre. Il y a effectivement une bestiole mi-géante, mi-oiseau et remi-géante derrière. Voilà. Alors, le petit défaut que je donne au film, c'est que je le trouve finalement très simple pour ce qu'il a à raconter. C'est-à-dire que c'est littéralement Jacques et le haricot magique sur une variante autour du thème de l'avarice, autour du thème de greed, le fait de vouloir des choses qui ne sont pas à toi, de vouloir s'en emparer, etc. Point de vue éminemment légitime et passionnant, mais qui, je trouve ici, est traité peut-être avec un peu de légèreté et un peu de repos sur leurs acquis, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont trop forts pour créer des ambiances, c'est pas nouveau. Peut-être que sur un format aussi court, j'aurais aimé un peu plus d'audace, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir la clé pour leur cinéma, enfin, une clé pour leur cinéma, cristallisée en 20 minutes, et je pense que ça fait une très très bonne porte d'entrée, avec quand même quelques réserves si on est déjà client de leur cinéma par le passé. Bref, maintenant que ça c'est fait, Sisu, le chemin de la vengeance de Yalmari Lander. Alors, donc le premier film Sisu, on en avait parlé rapidement, c'est ce John Wick de la Seconde Guerre mondiale, fait par ce réalisateur qui avait également fait Rare Export, dont je n'ai plus le nom français. Père Noël Origine. Père Noël Origine, qui avait également fait Big Game, excellent film, bien trop mésestimé, que personne n'a vu, par contre, avec Samuel L. Jackson, et donc qui était revenu avec Sisu, qui était sorti un peu de nulle part et qui avait pris tout le monde de court. Plutôt bonne surprise. Le gros problème de Sisu était que le gros du biscuit était dans la bande-annonce. Après, ça ramait un petit peu plus. C'est pour ça que j'étais, je pense, plus client que toi, j'avais pas vu la bande-annonce. Ah bah je l'avais bien vu tourner. En fait, le problème c'était que ce qui est dans la bande-annonce, c'est trop drôle. Le passage de la mine, le passage du couteau, tout ça était déjà donné. Mais il y avait notamment un gros ventre mou sur le deuxième tiers, qui était vraiment, vraiment tendu. Mais qu'as-tu pensé de Sisu 2 ? Bah, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'étais déjà très très client de 6 ou 1, et là, pour le coup, c'est vraiment le 1, où juste on remplace le skin les Allemands des années 40 par des Soviétiques. Et juste, globalement, on change juste le skin, et on pousse tous les potards à 11 pour ce qui est de la violence et de la gestion du rythme, et là, c'est magnifique. Pour le coup, je te rejoins, c'est-à-dire que j'y allais avec l'envie juste d'un défouloir sans non plus m'attendre à quoi que ce soit de grandiose. À nous, le 1 était sympathique sans plus, et ma grande peur sur ces films-là, c'est toujours le côté... on prend les mêmes et on recommence, donc tu te ressors à nouveau avec quelques scènes sympas sans en plus, et quelle très très belle surprise. Alors déjà, juste le fait d'avoir Richard Brake et Stephen Lang en méchant, je mange, Stephen Lang je mange. Et surtout Stephen Lang. Et qui s'en sort hyper bien avec ici, on prend les méchants communistes cette fois-ci, qui vont tous se faire massacrer, et là où effectivement le 1 avait quand même des sacrés problèmes de rythme et de ventre mou, avec également cette idée que ça restait le premier John Wick-like, entre guillemets, j'allais dire le premier film d'action, mais Big Game avait déjà des séquences d'action assez impressionnantes. Mais c'est le premier John Wick-like du réalisateur. Ici, il a pu tout affiner, mais non pas affiner dans l'idée de on va réfléchir, on va travailler la mise en scène, mais plutôt dans l'idée de réfléchir à... tailler dans le gras. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que le premier film m'a plu ? Et qu'est-ce qui fait que je peux le ramener ? Et ce qui en fait, je pense, un excellent film de festival pour démarrer. C'est bourrin, c'est gore, il y a plein d'idées à la con. Alors, toutes ne fonctionnent pas vraiment, mais quand ça fonctionne, ça le fait hyper bien. C'est l'archétype d'un film de festival. C'est exactement ce qu'on en attendait, et on en a eu pour notre argent. Là-dessus, excellent choix. C'est ça. Excellent choix. Et on ne va pas vous dire ce qu'on a pensé Laurent Duroche. Pour ça, nous vous invitons à aller sur TikTok et sur Instagram. Dans notre format court. C'est ça. Il est dans la vidéo où nous, on dit notre avis. Il est juste à la fin. Donc, allez sur les réseaux si vous voulez savoir ce qu'en pense ce grand journaliste du cinéma d'horreur. Si je peux me permettre une comparaison qui en plus est en lien direct avec le PIF, parce que le film, le deuxième sur avoir pour le premier était passé, ça me fait penser à Weird Mood, qui était passé. Donc Weird Mood, si vous voyez pas ce que c'est Mad Max avec des zombies, mais très littéralement, avec donc ce premier film qui s'appelait Road of the Dead, je crois, qui avait plein de qualités pour lui, notamment son univers et ses envies de mélanger ça, Mad Max avec des zombies, qui est quand même sur le papier, on va dire un fantasme geek assez prononcé. Et le problème du premier, c'était que c'était globalement un peu cheapos. Tu disais qu'effectivement on pouvait imputer à Sisu les problèmes liés à la com, mais globalement c'était ce même problème des morceaux de bravoure particulièrement savoureux, et entre les deux ça ramait un peu plus. Et lorsque le deuxième sort, donc Weird Mood Apocalypse, voilà, là tout est réussi, c'est-à-dire que
c'est tout ce que le 1 nous promettait et qu'on pouvait déjà deviner sous la carapace. Bah là, ça explose enfin à l'écran. Je sais pas combien d'années il y a eu entre les deux films, si tu as l'information. 7 ans. 7 ans entre les deux. Et donc 2014-2021. Et ça explose et ça prend vraiment toute sa saveur. Et Weird Apocalypse, c'est mortel. Si vous avez l'occasion de voir ces deux-là, bah foncez. Et c'est exactement pareil avec 6 ou 2. Donc maintenant, si jamais ça continue de monter comme ça et qu'il fait un 3, 4, 5, nous serons là. Ensuite, à 22h, Vampire Hunter D Bloodlust. Alors toi, tu ne l'avais jamais vu. Exactement. Qu'as-tu pensé de Vampire Hunter D Bloodlust? Bah du coup, j'avais découvert le 1 le jour même. L'OAV, du coup. Ouais. Et que alors, le 1 était somme toute très sympathique, mais avec ses limites évidemment budgétaires de sa nature d'OAV qui font que il ne peut pas se donner les moyens de ses ambitions totalement. Même si ça n'empêche quelques trouvailles assez sympas, notamment ce plan d'un couteau qui transperce un œil. Puis le couteau ressort, l'œil ressort un peu, puis l'œil revient dans son orbite. Magnifique. Mais Bloodlust, c'est tout ce que je pouvais attendre de Vampire Hunter D avec plus de thunes et 15 ans dans le futur, donc possiblement meilleure technologie et meilleure et fait par un prodige de son domaine. C'est ça, et c'était trop cool. C'est-à-dire que vraiment, Vampire Hunter D Bloodlust, on l'a dit tous les deux, et François Gaillard l'a dit aussi, d'ailleurs, je vous invite à aller voir... Autopromo. Je vous invite à aller voir du coup sur nos réseaux pour savoir ce qu'en pense François Gaillard, donc réalisateur d'horreur français. On en avait parlé dans le bilan 2023 sur 13 ans rouge, mais il a aussi réalisé Black Aria, Lascares, bref, allez voir ses films. Foncez voir ces films. Exactement. Surtout 13 ans rouge. Exactement. Mais donc, Bloodlust, c'est une espèce de film somme qui combine des milliers d'influences. On avait parlé du film gothique, on avait parlé du western, on avait parlé du film de vampire. Du wuxia. Du wuxia, oui. C'est immense, tout est rassemblé dedans au point que tout le monde peut y trouver son compte, et c'est juste magnifique visuellement en plus de ça, avec des combats, des scènes oniriques qui sont folles, donc franchement, foncez voir ce film. Déjà, on peut juste mentionner, je voulais son nom sous les yeux, que c'est réalisé par Yoshiaki Kawajiri, qui avait fait, je sais pas, à tout hasard, Ninja Scroll, Wicked City. C'est un véritable prodige de l'animation. Effectivement, Vampire Hunter D Bloodlust, c'est un film somme, c'est un film qui mélange tellement de choses, le fait tellement bien, avec tellement d'inventivité qu'on n'a pas l'impression de recevoir des influences qu'on connaît déjà, mais au contraire de les redécouvrir à travers un œil nouveau, à travers un nouveau prisme, qui va à la fois aller chercher du côté du Dracula de Coppola. On peut penser à ce plan circulaire absolument magnifique autour de ce couple de vampires, qui allait influencer, et je suis sûr et certain qu'il a pu influencer le plus grand film de vampires de tous les temps, Van Helsing, mais notamment par le look de son personnage principal. Mais c'est un film définitif, c'est un film, et surtout c'est un film qui est audacieux, qui ose, qui ne se pose que finalement très peu de questions sur est-ce qu'on peut le faire de telle façon, est-ce qu'on peut le raconter comme ça, parce que il y va, et il y va avec suffisamment de talent, de finesse et d'inventivité pour que il n'y ait jamais la moindre question ou la moindre interrogation du côté du spectateur. On va suivre ce personnage, on va suivre cette aventure. C'est, je pense, un véritable chef-d'œuvre dont la beauté n'a d'égal que le nombre d'idées, et le nombre d'idées est à peu près équivalent au nombre de plans. Donc non, c'est absolument exceptionnel, c'est un film définitif, et c'est un film où le revoir en salle permet de se rendre compte à quel point il est d'une beauté absolument vertigineuse. Bref, c'est un très, et je déteste ce terme, c'est un très, très grand film. Le film a 25 ans, on peut le dire, ça va. Ouais, il a 25 ans, on peut le dire. Mais toute blague mise à part sur ça, foncez sur les films du réalisateur. Mais sur Vampire Hunter D Bloodlust, c'est pas obligé d'avoir vu le premier. Ça aide sur certains éléments, mais ce n'est pas obligé. Même pas tant, à part vite fait pour comprendre la logique de ce qu'est un vampire, mais en soi, si vous avez vu Blade, vous l'avez, quoi. Voilà. Mais je pense aussi, à nous, je déteste dire ces termes-là, mais vas-y, pour 25 ans, que c'est un film important, tant pour ce qui est du film de vampire en général, que pour ce qui est des cultures gothiques, des cultures alternatives, et si on est amateur de films d'animation d'une façon générale, parce que je pense que c'est un film pilier, un film pivot sur beaucoup de ces cultures-là, et je vous invite chaudement à aller le voir, et si vous avez un jour l'occasion, la merveilleuse occasion de le voir en salle, n'hésitez surtout pas. On passe au deuxième jour. Ouais. Alors, deuxième jour, nous avons donc vu Redux et Influencers. Alors, Redux, qu'en as-tu pensé ? Redux, pour moi, c'est la parfaite utilisation de ce qu'est le multivers, c'est-à-dire un prétexte à exacerber des conflits humains.
C'est-à-dire que pourquoi Spider-Verse c'est trop bien et pourquoi No Way Home ça pue la merde, Voilà. c'est que No Way Home est un prétexte, enfin le multivers est un prétexte à du fanservice bête et méchant. Là où... C'est un prétexte à la flemme scénaristique parce que tu peux tout justifier par le multivers. C'est ça. Là où les Spider-Verse sont... Enfin, le multivers de Spider-Verse est un préquel à... Est un prétexte, pardon, Voilà. à exacerber les conflits profondément humains que sont surtout ceux de Miles et ceux de Gwen. Et aussi un peu de Peter B. Parker, mais surtout Miles et Gwen. Et bah Redux, c'est exactement ça. Redux, on suit une mère dont la fille a été assassinée par un tueur en série, et qui va donc voyager à travers le multivers pour, de 1, venger sa fille en tuant cet homme dans chaque univers possible, et de 2, essayer, même si elle a un peu perdu espoir, de trouver un univers où sa fille est encore en vie. Et de ce fait, dans sa quête, elle va tomber sur une autre jeune fille, elle aussi, future victime de ce tueur en série, qu'elle va sauver et qui va l'accompagner dans ses aventures. Et c'est pour moi la grosse qualité de Redux, c'est ses personnages, c'est ce côté profondément humain justement de cette quête multiverselle, surtout avec le parallèle intéressant entre les deux personnages. D'un côté, la mère qui a perdu sa fille, qui a fait à peu près le même âge en plus que celle qui va l'accompagner après, et qui est désespérément en quête d'une figure filiale, et l'autre personnage dont j'ai oublié le prénom de la fille... Mia, voilà. Qui elle, est une enfant qui a toujours été placée en foyer, en famille d'accueil, qui n'a jamais eu de figure parentale stable, et qui va trouver son compte avec le nom de l'héroïne... Irène. Avec Irène, qui est d'ailleurs jouée par la sœur des deux réalisateurs. Michaela McManus. Voilà. Donc la sœur de Matthew et Kevin. Voilà. Bah, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai été très séduit par ce film-là, d'autant plus qu'il vient de la scène très indépendante du cinéma moderne américain. On peut penser aux films réalisés par la famille Adams, oui. Donc dans ces films-là, donc on peut penser à Hellbender, on peut penser à The Deeper You Dig, Where the Devil Roams, Hellhole aussi. Mais donc qui sont vraiment des films qui sont obligés d'avoir un concept accrocheur, mais qui soit aussi suffisamment familier pour qu'on ait envie de les voir, et qui arrivent à généralement aller chercher des choses particulièrement impressionnantes sur des concepts aussi évidents. Et là, sur cette idée de boucle temporelle et d'univers parallèle que je déteste, j'en peux plus des univers parallèles, c'est chiant, et surtout au-delà d'être chiant, c'est flemmard, c'est paresseux, c'est évident, et ça va toujours chercher les mêmes éléments de waouh, dans tel univers j'ai fait ça et c'est bien, la flemme. Là, ça va chercher, au contraire, ça reste aux côtés de son personnage pour finalement aller chercher la vraie émotion liée également à l'angoisse finalement très profonde de l'aspect cyclique des univers parallèles, c'est qu'elle est condamnée à toujours répéter ce même geste de chercher sa fille, constater qu'elle n'est pas en vie, et assassiner son meurtrier. Ça, c'est l'infinité d'univers parallèles qui fait que sa quête, au final... développe chez elle une solitude extrêmement forte. Et qui est surtout d'une vacuité absolument profonde, quoi. Phénoménal. Et c'est totalement ce que dégage ce film, une sorte de mélancolie existentielle assez profonde, tout en n'étant jamais prétentieux dans son approche. C'est finalement toujours très, très didactique, ça donne envie de continuer. Et je trouve que la fin, par ailleurs, alors qu'on ne dévoilera évidemment pas, mais particulièrement savoureuse puisqu'elle va confirmer cette mélancolie, mais également aller chercher une autre chose. Restons vagues pour ne pas divulguer, mais elle va chercher autre chose qui, je trouve, confirme ce film comme étant non seulement une vraie curiosité autour de ce thème finalement connu, mais également comme étant quelque chose de très intriguant pour la suite de la carrière des réalisateurs, qui m'a donné très envie de voir ce qu'ils ont pu faire d'autre. Et comme tu l'as dit, effectivement, mention spéciale à l'actrice principale qui est phénoménale, qui porte tout le film sur ses épaules, et qui, je trouve, arrive à délivrer une performance vraiment, vraiment saisissante. Et même l'actrice qui joue Mia a pas ce côté gosse insupportable. Ouais, Stella Marcus. Stella Marcus, dans le sens où ça reste cohérent avec ce qui est dit de son personnage. Le côté rebelle, le côté enfant sans repère, toujours placé en foyer, et pour le coup... c'est ça, vous voyez le personnage principal dans Shazam, et c'est pas elle. Voilà. On passe au film suivant. Et quel film suivant ? Influencers de Curtis David Harder. Alors, vous avez déjà parlé de Influencer dans notre bilan 2023. Et Corentin vous en a reparlé dans une critique plus positif. Dans une critique sortie donc le jour de la projection de Influencers, c'est dispo sur le site, allez lire ça. Voilà, et donc on va retrouver notre personnage de CW interprété par Cassandra No, qui aujourd'hui
au moment où démarre le film, est dans le sud de la France, avec sa copine qui s'appelle Diane, jouée par Lisa Delamare, et qui va se retrouver confrontée à ces vieux démons. Alors, qu'as-tu pensé de Influencers ? C'est un de mes coups de cœur, Influencers. Il va... En fait, là où le premier prenait beaucoup de temps pour, du moins au début du film, pour traiter ce qu'était le fait d'être influenceur, justement, par le biais de... Merde, j'ai oublié le nom de son personnage. Madison. Par le biais de Madison, merci. Qui va servir à montrer en fait que certes, influenceur, t'as des centaines de milliers d'abonnés, mais tu peux aussi être très seul dans ta vie, et que les likes et les abonnés ne font pas le bonheur. Le 2 va totalement annihiler cette question-là, déjà en parlant d'influenceurs beaucoup moins positifs, on parle des mascus, donc ça déjà, les voir souffrir, c'est évidemment un plaisir de chaque seconde, mais surtout, il va littéralement se servir des influenceurs comme un prétexte à être globalement de la chair à couteau, ou un prétexte à montrer de la saloperie, à montrer vraiment les travers de ce milieu, et c'est trop cool. Pour le coup, moi, ce que j'apprécie, c'est que justement, j'ai pas l'impression qu'il en parle tant que ça. J'ai l'impression qu'il s'en sert comme d'un cadre, un cadre établi, et évidemment, qu'on sait être perclus de vices et d'erreurs, mais je trouve qu'il va aller faire autre chose, et là où il pourrait aller dans des évidences sur ces sujets-là, je trouve qu'il les évacue assez vite en étant très frontal sur voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fin, mais qui va au contraire aller chercher autre chose, et il a compris que l'élément principal, l'élément qu'on avait tous retenu du premier film, c'était CW, c'était le personnage de Cassandra No, qui avait à la fois cette capacité à être rassurante, et en même temps effrayante, intrigante, qui arrivait à développer beaucoup de choses. Et il a compris que c'était elle qui nous intéressait, donc il recentre le film sur elle, et je trouve ça ô combien appréciable, puisque, effectivement, en étant toujours autour des milieux de l'influence et des personnages liés à ces milieux-là, le film va se concentrer sur ce personnage-là. Qui est-elle ? Qu'est-ce qu'elle a pu traverser ? Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui ? Et pareil, c'est un de mes coups de cœur, mais justement, un de mes coups de cœur parce que il évite, je trouve, de se vautrer dans une pseudo-critique ou une pseudo-analyse d'un milieu où on sait que c'est pas... C'est des évidences qui, je pense, qu'il y a mieux à faire avec ces sujets-là que juste dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, évidemment que voir un personnage masculiniste... subir moult sévices est particulièrement plaisant, mais je suis content qu'il en fasse pas son cœur de sujet. Ah non, c'est sûr. Parce que je préfère infiniment ce qu'il en fait en gardant cette idée d'objet pop, d'objet fun, d'objet de festival finalement, plutôt que d'aller dans une volonté réflexive ou analytique qui non pas serait déplacée, mais qui plutôt, je pense, causerait du tort au film, puisque ce ne serait pas dans son ton. Et des mots du réalisateur lui-même, il disait que le milieu, il n'aime pas le milieu, mais il a rien contre les gens dedans. C'est plus ou moins ce que dégage le film, c'est l'idée de... c'est pas incroyable, mais est-ce qu'on a envie d'aller plus loin que ça en connaissant vraiment, donc ça va. Non, mais il nous les montre suffisamment détestables à la base pour qu'on ait envie de les voir mourir. Oui, mais pas tous. Tous les personnages ne sont pas détestables. Même Madison. Même Madison qui finalement, qui même dans cette suite trouve une autre substance. Et c'est en ça que je me dis, il s'en sert comme d'un cadre où tous les personnages vont faire leurs exactions et ça va se dérouler. Mais dans le premier, ça allait plutôt sur un terrain de jeu de chat et de la souris, avec en plus ce triple point de vue qui, je trouve, qui au revisionnage, et j'en parle dans ma critique, donnait au film un jeu sur le point de vue et même un jeu sur les repères moraux que je trouve assez intéressant. Ici, ça reste dans l'idée du jeu de chat et de la souris, à beaucoup plus grande échelle, et là où dans le premier, il était sur cette carte de l'imprévu de quel personnage est-ce qu'on va suivre et lequel est finalement notre personnage principal. Ici, il est très clair sur le fait que c'est CW, et j'aime beaucoup la façon dont il va rechanger ça en disant oui, elle a tué et volé la vie de moult personnes, mais il te prend Madison comme antagoniste. Et j'aime bien cette petite inversion des rôles jusqu'à cet épilogue qui est particulièrement savoureuse, évidemment. C'est d'ailleurs lorsqu'on regarde les avis, puisque le film est sorti sur Shudder au moment où on vous parle, lorsqu'on regarde les avis et les retours sur le film, c'est généralement l'épilogue qui reste en tête, à raison. On est terminé sur Influencers ? Ouais. Alors, on arrive donc au vendredi. Alors vendredi, nous n'avons rien pu voir à part un film, Apopheniax, soir même. Avant de parler d'Apopheniax, bien sûr, vendredi matin a eu donc la remise de prix, enfin, pas la remise de prix. Le Grand Prix Climax. C'est ça, la présentation du Grand Prix Climax, et donc des 5 films finalistes, à savoir donc L'accompagnante de Laurélie Chenier-Moreau, Les Portures Noires de Margot Boichard, In Vino Parasitas de Rémi Brion et Antoine Waterkane,
Amstramgram de Louis Herriot et Angle mort de Julien Dins et Cédric Stéphane. C'est Les Peintures Noires de Margot Boichard qui a remporté ce prix, sachant que du coup les membres du jury étaient entre autres Simon Astier, donc évidemment derrière la série HeroCorp entre autres, frère d'Alexandre Astier, Peter Dourounsis qui a réalisé Vaurien et Rapace, qui est sorti cette année. Rapace, excellent thriller français si vous avez l'occasion. On a eu aussi Lina El Arabi, actrice française qu'on a pu voir dans, entre autres, La damnée de Abel Danan, qui est sorti l'année dernière. Adrien Guillon-Verne, producteur et équipe marketing de films entre autres comme Le Chant du Loup, Comment je suis devenu super-héros, Blood Taste de Guillaume Canet ou L'amour ouf. Mounia Medour, à qui on doit entre autres Papicha et Ouria, donc 2 films avec Léna Coudry. Et enfin Nicolas Peufailly, scénariste, entre autres derrière, au hasard, Un prophète. Rien que ça. De Jacques Audiard. De Jacques Audiard. Donc, beau jury, et hâte du coup de voir ce que va donner les Peintures Noires de Margot Boichard. On peut passer à Apopheniax. Alors Apopheniax, réalisé par Chris Mars Piliero, clipper de nombreux morceaux cultes. On peut penser au fait qu'il a notamment travaillé avec Britney Spears. Et Ariana Grande aussi. Et qu'on a interviewé dans une interview qui sera déjà sortie, peut-être au moment où l'épisode sera sorti ou pas. Tu comptes sortir quand ? Qui sera probablement sorti. Bref, si elle n'est pas sortie, elle va sortir bientôt. Donc Chris Mars Piliero, donc Apopheniax. Alors c'était le film d'Apocalypse sur base d'IA et de deepfake dont on vous avait parlé, qui finalement s'avère être un objet un peu dur à cerner, mais pas déplaisant pour autant. Qu'en as-tu pensé ? Et ben, pour le coup, je trouve ça assez réjouissant à voir. Alors, il a ce côté très choral que le réel a lui-même comparé à Pulp Fiction et à Magnolia dans l'approche... Dans la structure générale du récit. Exactement. Et ce qui est très cool à voir avec ce film, c'est alors déjà son traitement des personnages, notamment de son antagoniste, entre guillemets, qui est à la fois purement maléfique, c'est-à-dire qu'il a pas d'intérêt, il fait le mal pour faire le mal, mais qui est à la fois particulièrement pathétique. Et c'est ça qui est savoureux aussi avec ce personnage, et de voir comment il va semer le mal autour de lui, et qui en seront les victimes, notamment un petit shotgun surprise. qu'on voit au détour d'un plan, effectivement, détour d'une scène. Qui a même le sens d'une intrigue un peu plus tard sur la fin. Mais c'est particulièrement réjouissant de voir justement ce type de personnage et ce type de situation surtout assez peu commune dans le cinéma d'horreur, et surtout de voir aussi que le réalisateur est un véritable passionné. En témoignent des références à d'autres classiques de l'horreur. Je ne vous dirai pas quoi, mais... Ce sera dans l'interview où il nous a fait tout un discours d'amour autour d'un film auquel on ne s'attendait pas, mais qui était ô combien plaisant. Une saga en général, d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui me concerne, Apopheniax, alors, exactement comme sur Influencers, où, sur des sujets, des thématiques aussi évidentes, j'aime pas l'idée de vendre son film comme un film à message, comme un film... je vais pas dire un film politique, parce que n'importe quel film est politique, mais comme un film engagé et frontal, en tout cas sur des sujets aussi évidents, du style... le monde de l'influence, c'est pas rose. Jure. Voilà. Et c'était ma peur sur Apopheniax, cette idée de se dire, l'IA et les deepfakes, un peu effrayant, non ? Non, sans blague. Et force est de constater que le réalisateur s'en sort particulièrement bien, puisqu'il ne va pas chercher à développer un quelconque discours ou une quelconque réflexion sur ça, il va au contraire se concentrer sur les conséquences que peut avoir cette technologie. C'est-à-dire que, comme Roman l'a dit, le film est basé sur la structure d'un film choral, avec plus ou moins 3 histoires distinctes. La première ayant une approche très comédie noire, finalement je trouve, avec en plus une petite touche d'absurde très agréable sur la fin. La deuxième va avoir une approche bien plus thriller premier degré, avec un retour au comique sur la toute fin. Et la troisième va s'enfoncer à pieds joints dans un troisième genre qu'on ne détaillera pas à la demande du réalisateur, où cette fin mérite le coup d'œil à elle seule. Et Apopheniax, en fait, devient, à ma grande surprise, un vrai objet pop, puisque, en prenant les deepfakes et les IA, qui est donc un sujet ô combien actuel, évidemment, il va non pas chercher à devenir moralisateur sur ces sujets-là, mais à plutôt le transformer en source de rire / malaise, mais de ce rire et de ce malaise va peut-être une vraie réflexion de se dire, peut-être que effectivement l'usage fait autour de ces outils a des vraies conséquences, et notamment des vraies conséquences humaines. Ça peut avoir l'air d'une
d'une finalité, on va dire, quelque part évidente et un peu déceptive, mais pas du tout, puisque la façon dont il y arrive est extrêmement divertissante à la base, avec en plus, je trouve, une écriture de personnage qui est, sans être d'une grande finesse, arrive à être suffisamment bien faite, fine et suffisamment bien amenée, notamment par les interactions des personnages entre eux, pour fonctionner à fond, que ce soit les personnages du début avec leur côté white trash déviant mais attachant en même temps, pourrait-on dire. Le personnage central, même s'il y a un Italian trash dans le lot ouais, aussi. il y a un Italian trash effectivement. Le personnage central qui n'a rien demandé mais qui va juste avoir une interaction malheureuse avec l'antagoniste dont Roman a parlé, sur lequel je vais revenir juste après, et qui va subir. Et le troisième acte sur lequel évidemment on ne dévoile pas trop. Et comme Roman l'a mentionné également, l'antagoniste du film qui est particulièrement intéressant tout en étant très simple dans l'approche qu'il peut avoir. C'est un antagoniste qui fait du bien et qui pour moi représente à lui tout seul le choix que fait le réalisateur de ne pas s'enfoncer dans cette logique un peu stérile de se dire « Ah, je vais faire un film trop intelligent sur un sujet tellement évident ». Ici, c'est pas ça. À mentionner également, dernier élément, si ça peut... en espérant que ça vous donne envie de voir le film, il y a des effets gore très savoureux dedans. On dira pas comment, on dira pas quand, on dira pas d'où, mais il y a une petite dose de viande sur les murs. Ok, on a terminé sur Apopheniax. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, y compris du réalisateur lui-même, l'interview va sortir au moment où l'épisode sort. Et on passe au samedi. Samedi, alors avec la première séance qui était la compétition des courts-métrages français. Je rappelle très rapidement quels étaient les courts-métrages présents. Il y avait donc Bête Noire sur un homme qui qui est possesseur d'une meute de chiens, qui se retrouve à devoir les abattre, mais qui, sur une dernière demande, va partir en traque d'un certain animal pour essayer de les sauver. Exit, qui était un film sur l'euthanasie et sur comment est-ce que, en étant confronté à sa propre mort, on peut voir son appréhension autour de certains sujets changer. Holty, sur ce monde post-apocalyptique où un médecin... Enfin, c'est bien ça, un médecin se met en tête de vouloir rejoindre Holty, donc le paradis sur Terre, en tout cas vendu comme tel par les gouvernements et les dirigeants de ce monde présenté. Humans League 2, qui est l'adaptation très littérale du fameux une femme tous les soirs se fait lécher la main par son chien, et un jour elle va dans la salle de bain, le chien est mort, alors qu'est-ce qui lui a léché la main? La dernière neige, sur un groupe de 2 personnes qui se retrouvent sur un télésiège et qui constatent qu'autour d'eux, il y a peut-être autre chose que des êtres humains dans la neige, et Lactose sur quelqu'un qui vient à une raclette, il n'y a pas de raclette, et ça part en couille. Alors, rapidement sur le palmarès, on peut tout de suite dire que La Dernière Neige a eu à la fois l'Œil d'Or, donc le prix du public, et le prix Ciné Plus Frisson. Ouais. Et le Humans League 2 a eu le prix du jury pour les courts-métrages français. Alors, quels sont les courts-métrages que tu as préférés et peut-être ceux que tu as un peu moins aimés parmi cette sélection? Mon préféré, c'était, je pense, comme tout le monde, La Dernière Neige, qui a réussi à très vite me donner tort dans l'appréhension que j'avais, à savoir le côté être un quasi remake de Frozen, dans le début en tout cas, puis partir totalement sur autre chose. On ne vous dira pas ce que c'est, pour vous laisser la surprise. Mais voilà, c'était un de mes préférés. Lactose, que j'ai trouvé génialement con dans son approche, et qui juste était peut-être autour de ces courts-métrages tous très sérieux, la petite dose de second degré qu'il fallait, je pense, et Bête Noire, mais parce que je suis un amoureux des chiens, donc très peu objectif à ce sujet-là. Et il y en a peut-être qui t'ont moins parlé dans le tas? Humans League 2, pour le coup, que j'ai trouvé assez simpliste dans son approche. Ce que le jury a souligné en lui décernant le prix, c'était l'efficacité dans l'économie de plan. Je peux comprendre, mais je suis pas d'accord. En ce qui me concerne, comme toi, je te rejoins à fond sur La Dernière Neige, qui a vraiment été une vraie petite claque, à la fois surprenante, hyper intéressante, très bien réalisée, avec en plus un hommage au fan footage. S'il y a bien une méthode de mise en scène à laquelle je ne suis pas réceptive, c'est bien le fan footage. C'est-à-dire que le fan footage peut être très bien, mais généralement je le trouve très chiant. Ici, je trouve que ça fonctionne super bien, c'est également très beau, je trouvais le film extrêmement beau visuellement, même si je trouve que le plus beau c'était Bête Noire, qui a vraiment été une petite claque aussi sur
de ce point de vue-là. Donc ces deux-là, je les ai beaucoup appréciés, et les deux, les deux et demi dont je suis un peu passé à côté, Lactose, où moi j'ai un vrai problème avec le jeu de l'acteur principal, je n'arrive pas à rentrer dedans, et ça me... Je vois la note d'intention, et je vois surtout le côté film entre potes, donc j'ai une sympathie toute naturelle pour la proposition, mais je passe un peu à côté parce que je trouve vraiment l'acteur principal pas très bon du tout. Et donc les deux autres, où je suis un peu passé à côté, Holty, parce que je déteste la narration du film. Je vois l'univers me plaît beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'il dit sur la façon dont tu peux facilement embrigader des gens, les matrixer et vraiment pousser une certaine forme de contrôle indirect sur eux, juste en les faisant fantasmer sur quelque chose. Et même en les faisant fantasmer sur finalement un concept, puisque Holty est finalement très nébuleux dans le film. Et Humans League 2, je vois l'idée d'économie de plan, mais c'est une histoire, et c'est basé sur la fameuse légende urbaine, comme je disais en introduction. Mais c'est une histoire et un principe qui a tellement été rabâché, qui a tellement été raconté, qu'il y a finalement très peu de surprises. Et j'aurais aimé peut-être un petit twist ou quelque chose qui change un peu, et en fait, il n'y avait pas ça, d'autant plus que le fameux twist de « Ah, tu t'es fait lécher la main », quand on regarde le film, on sait déjà que c'est autre chose qui lui a léché la main, puisque c'est montré. Donc ça, vraie déception de ce point de vue-là, de mon côté. Ensuite, la séance la plus attendue, et séance qui a également remporté l'œil d'or de cette 14e édition du PIF, Junk World, donc suite de Junkhead, alors que je n'ai pas pu voir avant le film. Préquel de Junkhead. Me concernant, j'ai vu les 20 premières minutes, puis j'ai eu un gros problème d'attention, et j'ai vu les 20 dernières. J'ai pas du tout aimé ce que j'en ai vu. Alors, on m'a dit que Junkhead était très différent dans l'approche. Peut-être, j'espère, mais de ce que j'en ai vu, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, j'arrivais pas à comprendre ce que le film voulait me raconter. C'est pas du tout un mauvais film, très loin de là, ne serait-ce que le niveau d'artisanat derrière est tout simplement bluffant, en témoigne le générique de fin, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, et je suis vraiment resté très extérieur au métrage, qui durait en plus de ça pas méga longtemps. 1h40, je crois. Ouais, ça, qui dure 1h44, mais qui, moi, m'a laissé vraiment pantois. C'est le film qui m'a regardé pendant toute sa durée, et j'attendais beaucoup les autres séances, donc je dois admettre que j'ai eu un petit peu chuté sur... voilà, le soldat était à terre pendant ce film. Mais donc toi, qu'as-tu pensé de Junk World ? J'avoue avoir préféré l'approche plus radicale de Junkhead. Déjà, dans ce côté où Junkhead, t'as quasiment la moitié du film, même plus je crois, qui est entièrement muet, où c'est juste ce petit robot absolument adorable qui est le personnage principal et qui ne parle pas. Pareil pour les monstres qu'il va croiser. Et alors peut-être aussi que le fait d'être entièrement en stop motion pour Junkhead fait que j'avais plus de sympathie là où Junk World va mélanger les méthodes d'animation. Mais Junk World, il n'empêche que ça reste, comme tu as dit, un objet d'artisanat absolument incroyable, qui a une richesse visuelle aussi dans ses décors, surtout beaucoup plus grande que Junkhead. En même temps, le budget a été multiplié par 2 et l'équipe multipliée par 6, c'est-à-dire que du coup, ils sont 6 dessus. Et oui, tout simplement, Taka Hideori va nous embarquer dans cet univers, il a les moyens d'aller sur quelque chose de plus riche, et le film va aussi avoir un ton radicalement différent, le film va être beaucoup plus drôle que Junkhead. Junkhead était très premier degré, et oui, c'est peut-être ça qui a pu désarçonner certains qui s'attendaient à autre chose par rapport à ça. J'avoue ne pas avoir été entièrement séduit par ce que proposait Junk World, mais je reste absolument admiratif de tout le travail derrière. On passe au film suivant, parce que comme j'ai dit, là-dessus, il n'y aura pas de deuxième avis. Ce sera que toi. Save the Green Planet de Jang Jong-hwan, pardonnez-moi pour l'accent, film que je vénère, que j'adore, film qui est à la fois drôle, surprenant, imprévisible, cruel, dérangeant, hyper stimulant sur plein d'aspects. Et qui d'autre vénère ce film ? Cyril Despontin, oui. Alors pour la petite anecdote, donc comme j'ai déjà parlé, le Pifcast a été source de moult découvertes et de moult plaisirs auditifs en ce qui me concerne. C'est grâce à ce podcast que j'ai découvert The Green Planet, qui est le film préféré du programmateur du Pif, qu'on a pu interviewer également, qui sera sorti, ou sortira, enfin bref, à nouveau. Et le revoir en salle, la boucle est bouclée, bref, c'était une véritable claque. Film dont Bugonia est à l'origine, mais je trouve que Save the Green Planet va infiniment plus loin dans la surprise, dans la façon dont il va articuler toute l'évolution de son récit autour de ce personnage psychotique, sadique, mais naïf, pourrait-on dire ?
Bref, là-dessus je passe assez rapidement, non pas que le film ne mérite pas beaucoup d'éloges et beaucoup de détours, mais parce que le film mérite d'être découvert vraiment vierge, si possible. Alors si vous avez l'occasion de le voir avant Bugonia, c'est mieux, si vous le voyez après, ce n'est pas grave, les approches sont suffisamment différentes pour varier, mais je trouve que Save the Green Planet est empreint d'une vraie naïveté, et je le dis dans le meilleur sens du terme, qui lui donne un charme tout particulier. Enfin, bref, c'est un film qui est... C'est un film important. Important pour moi, important pour la SF coréenne, et c'était pas qu'une blague, puisque avant le film, nous avons toute une présentation par la créatrice du site cinémacoréen.fr, qui nous a notamment détaillé autour de la situation autour de la SF en Corée, qui est une situation un peu compliquée. Je vous redirige évidemment vers le site, je mettrai de toute façon le lien en description, pour pouvoir aller lire l'article et les sources autour de ce film qu'elle nous a présenté, qui était ô combien passionnant. Ça, je suis en train de réfléchir à quel film de SF coréen je connais, à part The Host. Bah voilà. Ouais. Bref, mais Save the Green Planet, dernier détail aussi, pas pour tout le monde. Par contre, parce que déjà il y a quelques effets gore un peu méchants, mais surtout parce que c'est très particulier. J'en avais parlé dans le format court, mais c'est un film qui est en rupture de ton permanente. Vous n'allez jamais savoir si ce que vous voyez est drôle ou ultra dérangeant ou tragique. Et généralement, c'est les trois à la fois. Donc, soyez prévenus. Film suivant, The Holy Boy. À nouveau, j'étais tout seul à cette séance-là. Alors, The Holy Boy, c'est un film réalisé par Paolo Stripoli. Paolo Stripoli, on en avait parlé très rapidement en intro, et je suis en train d'écrire un truc sur ça. C'était un des deux réalisateurs de Classic Horror Story sur Netflix, film pas déplaisant, mais pas en maîtrise complète. The Holy Boy, alors, film donc sur quelqu'un qui va dans une communauté, dans un milieu rural, communauté qui s'avère particulièrement accueillante, et qui, au final, a peut-être des choses à cacher autour de ses croyances. Ça vous fait penser à Midsommar, c'est normal. Mais le film s'en éloigne grandement, puisque là où Midsommar était, alors je ne l'ai pas revu depuis quelques temps, confirme-moi, mais était assez démonstratif dans ce qu'il pouvait faire. Oui. The Holy Boy est beaucoup plus discret, beaucoup plus insidieux. Alors, le petit défaut, c'est peut-être qu'il est trop long, il fait plus de 2 heures, mais je trouve que dans ces 2 heures, j'en parlais en même temps, j'ai du mal à voir ce qu'il aurait pu retirer, puisque c'est très insidieux, ça arrive à être très discret sur la progression du mal et sur la progression de l'élément fantastique au sein du métrage, puisque on va comprendre que l'inconnu et le mystère lié au film est centré autour d'un seul personnage, donc le fameux Holy Boy du titre, et en même temps, je trouve que le film, pendant ces 2 heures-là, arrive à aller chercher quelque chose d'assez surprenant pour un film comme ça, c'est l'émotion, puisque malgré une mise en scène très cadrée, avec plusieurs plans absolument à tomber par terre, le film va chercher un vrai sens du tragique, je trouve, qui était très surprenant et qui m'a beaucoup séduit. C'est un de mes films préférés de la compétition. À la fin, on vous dira évidemment quels sont les films que nous avons préférés ou pas, et d'ailleurs, en parlant de compétition, il me semble qu'il a gagné un prix. Le prix Ciné Plus Frisson. Donc avec Canal+, qui est partenaire du festival. Prix mérité, puisque moi c'était vraiment un de mes gros coups de cœur du festival. À noter également que le film dispose, je pense, d'un des plans les plus terrifiants que j'ai vu cette année. Il y a une scène vers la fin du film, comment je pourrais donner... bref, si vous avez vu le film, vous voyez très bien de quel plan je parle. Il y a un plan qui est tout bonnement glaçant, qui arrive à déployer une image horrifique que je n'avais jamais vue cette année et qui m'a vraiment secoué. Bref, The Holy Boys, c'était une de mes grosses attentes. J'en sors conquis à 90%, disons, avec également la mention de se dire que ça fait plaisir de voir un film italien, et ça fait plus que plaisir, c'est même rassurant sur l'état du cinéma d'horreur italien. Donc de voir un film d'horreur italien qui n'est ni dans l'excuse presque d'enfer, voilà, désolé, nous savons que, ni dans l'hommage permanent, c'est... Enfin, un film italien qui a sa propre identité, enfin, un film italien récent, j'entends, qui a sa propre identité, qui arrive allez, amener un peu ce cinéma-là vers l'avant, et on sait que c'est un cinéma qui a une histoire autour notamment du genre horrifique passionnante, donc c'est d'autant plus important de pouvoir, important et rassurant, encore une fois, de voir que il est toujours en vie, qu'il a des choses à dire, des choses à montrer, et surtout des gens à effrayer. Bref, troisième film du jour, j'étais encore tout seul, Silence de Eduardo Casanova. Quatrième, pardon, troisième où j'étais en solo. Silence de Eduardo Casanova. Alors, toi, tu n'étais pas hyper client de La Pietà, mais tu étais peut-être biaisé par le réalisateur. Que j'avais trouvé un peu imbuvable quand il avait présenté La Pietà, mais encore une fois, peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une chance. Alors, nous, il nous a fait une vidéo de présentation où il démarre sur ses toilettes, avant de finalement... il fait « Hop, désolé », et il nous a fini la vidéo dans sa voiture, fort heureusement
pour nous, je pense, ma foi, il avait l'air très sympathique, mais la façon dont il présentait son film laissait envisager un film un peu dur à cerner, peut-être, et c'est le cas avec Silence. Alors à nouveau, c'est un film sublime, qui a des plans absolument magnifiques, notamment sur le jeu des personnages avec le décor. C'est un film de vampire qui ne dure à peine plus d'une heure. C'est un film de... Moins d'une heure, je crois, 57 minutes. Ouais, 57 minutes exactement. Et qui est assez compliqué, puisque il va parler de beaucoup de choses. Il va parler d'isolement social, il va parler d'isolement émotionnel, il va parler de sida, il va parler de conception amoureuse, c'est-à-dire que on peut tous concevoir ce que c'est que l'amour, mais comment est-ce que chacun y applique son filtre personnel, comment est-ce que chacun va y projeter ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il attend. Ça me parle de beaucoup de choses, je suis pas sûr que ça fait tout très bien, mais c'est un film qui est très dense et qui, je trouve, arrive à s'en sortir non seulement avec les honneurs, mais avec une certaine élégance, puisqu'il le fait à travers le prisme du vampire, mais il le fait également avec quelque chose qui ne ressemble qu'à lui-même. Je ne pense pas avoir déjà vu ce type d'approche glam, pop, horrifique. Je ne sais pas si La Pietà était du même acabit. Non, pour le coup, c'est avec une direction artistique très marquée, mais ouais, pas du tout de côté pop là-dedans. Parce que le Silence, j'en suis sorti avec la pensée première de me dire que le film ne ressemble qu'à lui-même. J'aurais beaucoup de mal à le comparer à quelque chose. Je vois éventuellement peut-être un peu de Byzantium dedans, je vois peut-être un peu de Dracula dedans. Ben, Dracula lequel? Un peu de tous, sauf le mauvais, hein, sauf celui de 2025, et le 2025 français. Oui, pas le 2025 roumain. Voilà, donc il y a un peu de tout, mais... en même temps, je ne vois pas autre chose qui ressemble à ce film-là. Alors, moi, ça a vraiment été un coup de cœur, puisque j'ai été hypnotisé pendant 57 minutes. C'était séance de 22h15, c'était quand même la 5e séance de la journée, on commençait comme je disais, en plus, il y avait eu un petit bug d'attention à 14h15, mais j'étais complètement fasciné par ce film, et encore aujourd'hui, je ne sais pas si je l'adore, ou si juste l'objet était tellement étrange que juste il m'a marqué par son originalité, mais j'en sors avec l'envie de le revoir, j'en sors avec l'envie d'en parler, et j'en sors surtout avec une envie 2 fois plus grande de découvrir, enfin, La Pietà. Tu m'as rejoint à 23h45 pour la séance de minuit, la séance interdite, avec Fuck My Son. Alors, Fuck My Son, on en avait parlé, film de Todd Rohal sur une mère qui veut que son fils soit dépucelé. Évidemment, séance interdite, on veut donc du fluide, on veut donc du dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a eu avec Fuck My Son ? On a eu du fluide, du dégueulasse, du déviant, tout ce qu'on veut. Alors, c'est éminemment immoral comme film, ça on s'y attendait évidemment. Et on a été servi dans ce qu'on attendait, quoi. C'est-à-dire... Est-ce qu'on peut peut-être outer un peu plus pour donner envie aux dégueulasses de... je le dis avec beaucoup de compliments, de voir le film. D'accord. Il y a une créature, donc le fameux Son, qui est peut-être un des trucs les plus dimorphes et dégueulasses que j'ai pu voir cette année. Que j'ai vu depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'un film n'avait pas donné un haut le cœur par la simple vision d'un personnage. Moi, ça allait pour le coup, parce que je le voyais beaucoup plus drôle que dégoûtant. Ah ouais. Bah, cette espèce de... Ouais, c'est... Imaginez Sinoc des Goonies croisé avec le Toxic Avenger. Si vous l'avez... Et il y aurait un peu de Lucio Fulci mis en plus, quoi. C'est vraiment le côté fluide. C'est ça. Et croisé avec du Alan Lauter, je pense notamment à Sex Addict, pour cette espèce d'énorme tub. Non, pour le coup, Fuck My Son. Alors, mentionnons également qu'il y avait un petit détail qu'on avait pas lu dans le pitch, mais qu'il y a une gamine dans le film et qui va voir beaucoup de choses. C'est ça, il lui arrive rien à part une théière. Ouais, et un four. Il lui arrive un four aussi quand même. Mais elle va constater, elle va observer. Elle va surtout être témoin de choses, ma foi, peu réjouissantes. Alors pour le coup, c'était vraiment la séance de minuit. Alors, lorsqu'on pense séance de minuit, séance interdite, donc les fameux Midnight Movies, il y a 2 angles sur lesquels les films peuvent aller en général. Il y a soit le côté film de festival absolu, on peut penser, je sais pas, il me semble que I Am a Hero était en séance de minuit, et là pour le coup c'est un film de festival absolu, dans le sens où ça va gueuler, ça va applaudir, ça va se lever. C'est ces films-là, donc ce qu'on pourrait appeler des films à réaction. Et Fuck My Son est un film beaucoup plus dans la deuxième branche, donc beaucoup plus cinéma d'exploitation pur, à savoir le côté vraiment dégueulasse. Mais quelque part, c'est pour ça qu'on venait le voir. Mentionnons quand même, c'est important, qu'il y a
un élément du film qui, Roman et moi étant sur la même longueur d'onde politique sur ça, qui nous a quand même interloqué dans le mauvais sens du terme, qui est l'usage de l'IA générative à plusieurs reprises dans le film. Est-ce que tu veux en toucher 2 mots? Globalement, c'est moche, ça a pas d'intérêt, enfin ça... Parce que précisons, ça génère des petits personnages qui arrivent à plusieurs fois, et ça génère quelques effets spéciaux, mais à la fin, pas dans le gros du métrage. C'est ça, alors l'IA générative peut avoir un intérêt, typiquement dans le... Bon, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais le Dracula de Radu Jude, sorti cette année, où l'IA a un sens narratif, dans le sens où le personnage principal de l'histoire, c'est Radu Jude qui va demander à son IA de lui générer des histoires de Dracula, et à ce moment-là, on a juste un plan d'IA générative au début de l'histoire pour montrer que c'est généré par IA, mais tout le reste a été filmé à la main. Ou je pense aussi au film, alors j'ai plus du tout le nom, mais un court-métrage qui avait eu un prix au Nikon Film Festival 2023, qui était du coup sur l'artificialité des réseaux sociaux, et à ce moment-là, parce que du coup la thématique c'était le chiffre 13, 13 étant l'âge auquel on a le droit d'aller sur les réseaux sociaux, légalement. Traiter d'artificialité avec de l'IA générative, ça avait un sens narratif aussi. Là, pour le coup, c'est juste de la flemme. C'est juste de la flemme, et surtout, c'est... Enfin, à nouveau, l'IA générative, on sait les conséquences que ça peut avoir, notamment les conséquences écologiques et humaines. C'est pas nouveau, hein. Renseignez-vous sur ce que Elon Musk a fait autour de Memphis, notamment avec la construction de plusieurs supercalculateurs, bref. Yes. Et ça crée, je trouve que du coup... pour nous, ça devient vraiment problématique dans l'usage, enfin dans le rendu final, d'autant plus que au milieu d'un pur plaisir bis, d'une pure envie de waouh c'est dégueulasse, continue, et ben d'un coup on a un truc qui est dégueulasse mais d'une autre façon, et donc là-dessus voilà, c'est difficile de fermer les yeux sur ce qui est un outil finalement dangereux, qui est utilisé sinon avec parcimonie, en tout cas au mieux pas du tout. Bref. On a terminé sur Fuck My Son. Ouais. Alors, je t'ajoute à dire, les 2 premières séances interdites du PIF, c'était en 2012 VHS. Ouais. Film de festival ultime. Oui. Et en 2013, Hentai Kamen. Ouais, alors Hentai Kamen, vous avez forcément déjà vu des extraits. Dans SLG. Ouais, le Slipman. C'est ça. Le Slipman. Mais voilà, les séances interdites, lorsque vous voyez des programmations de festival, c'est toujours les films où... C'est des films à voir à plusieurs. C'est des films à voir à plusieurs, c'est des films qui sont là pour faire réagir, et preuve en est, dans la salle, ça réagissait plutôt très bien au film. Oui, bah typiquement, il y a quelques années, en 2022 je crois, ou 2023, le film de la séance interdite, c'était The Lair. De Neil Marshall. Oui. De Neil Marshall, donc Neil Marshall, réalisateur ô combien mérite de Dog Soldiers, de The Descent. Faudrait qu'on fasse un épisode sur lui un jour. Et The Lair qui était donc un des films de sa période Charlotte Kirk. Bref. Ou Run and Kill il y a quelques années aussi. Alors là tu me dis des mots d'amour. La Run and Kill dont on vous a déjà parlé dans l'épisode de HK. Ouais. Bref, on passe au dimanche. Passons au dimanche. Alors le dimanche, donc j'ai démarré avec The Forbidden City, que j'ai pu rattraper de l'étrange où je l'avais raté. Alors on va passer rapidement dessus parce que tu en avais déjà très bien parlé dans l'épisode étrange. On vous renvoie à l'épisode étrange. Gros coup de cœur de mon côté. Gabriele Menetti continue son envie d'hybrider plein de genres, plein de façons d'aborder le cinéma aussi au sein d'un même résultat. Le film propose peut-être parmi les scènes d'action les plus galvanisantes que j'ai vues cette année, parce que, et je vais faire une dernière comparaison avec Sisu. Sisu n'a pas de scène de combat à proprement parler, il a des scènes d'action. Et par là, c'est-à-dire que ce qui va l'intéresser, et à raison, ça va être les mises à mort. Ça va être l'idée de comment est-ce que tu vas créer un effet gore, comment est-ce que tu vas y arriver, et comment est-ce que tu vas le filmer. On peut penser à le dernier gros effet gore du film, par exemple. Ici, ça va vraiment être des scènes de combat, et on n'a jamais fait d'épisode film d'action, parce que des films d'action fantastiques sont très intéressants, mais on adore ça. On adore les bonnes scènes de baston. Je ne sais plus combien de fois j'ai parlé de The Raid, mais The Raid 1 et 2 font partie de mes films préférés de tous les temps. The Night Comes For Us fait aussi partie de mes films préférés de tous les temps, mais je le mets en plus petit sur la liste, parce que je serais incapable de raconter l'histoire du film. Bref, il y a un billard. Voilà, il y a un billard et une boucherie. Bref, j'adore les films d'action, j'attendais beaucoup de Forbidden City et ça a été un énorme coup de cœur. J'aime la façon dont le film va amener une façon de concevoir l'action très Hong Kong, très asiatique, et une certaine romance, un certain aspect presque baroque, plus européen et spécifiquement italien. Par ailleurs, on retrouve beaucoup d'acteurs liés au cinéma italien. Énorme coup de cœur de mon côté, j'attends avec impatience le prochain film de Gabriele Menetti, qui en 3 films s'est illustré sans aucun problème comme un des réalisateurs pop les plus passionnants de son époque, puisqu'on rappelle, c'était l'auteur du très intéressant Jig Robot et du génialissime Freaks Out. Voilà. Sachant que le prochain film sur lequel il est déjà en train de travailler, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'était pas à la cérémonie de clôture de l'étrange et pour laquelle il n'était pas au PIF non plus.
il était déjà en train de travailler. Il était en visio avec nous. Voilà, effectivement, à l'étrange. À l'étrange, traduit en direct par une bénévole de l'étrange. Donc, Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un film qui sera d'ailleurs une saga. Donc, vraiment, j'espère aller voir ces films. Et The Forbidden City est sans aucune difficulté dans les meilleurs films d'action de cette année, même si à nouveau la concurrence n'est peut-être pas méga rude. Bref, Orfeo à 14h15, je te laisse démarrer sur le film. Donc Orfeo, film au récit éminemment classique et basique sur le mythe d'Orphée, littéralement Orphée tombe amoureux, la fille meurt, il va aller jusqu'aux enfers pour la retrouver. Très classique là-dedans. On connaît tous l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que le film ne fait que 1h15, et tant mieux dans un sens. C'est un film qui n'a d'intérêt quasiment que par son approche esthétique, qui est justement très éthérée, très onirique, et avec une certaine vision des enfers que j'ai jamais vu ailleurs. Présenter les enfers visuellement comme ça, je n'ai jamais vu ça, à ma connaissance. Et avec évidemment des couleurs et un traitement de la lumière très particulier qui fait très penser au Neo Giallo. On vous renvoie à l'épisode Frickson où on avait parlé de Crystallize. Pour le coup, dans ce qui m'a vraiment rappelé Orfeo dans l'approche visuelle. Ce côté très délavé aussi, on dirait que tout a été javelisé. Mais haïtien. C'est pas le côté délavé terne, c'est le côté délavé maîtrisé. Alors dit comme ça peut sonner bizarre, mais en voyant le film, vous comprendrez. Ça. On n'a pas poussé la lumière grise, on a poussé la lumière blanche. Exactement. Alors en ce qui me concerne, Orfeo, j'ai eu 2 phases d'appréciation autour du film. J'ai détesté la première moitié, en toute honnêteté, parce qu'en fait j'avais du mal à comprendre comment rentrer dedans, j'avais du mal à l'appréhender, et surtout, ça peut avoir l'air bête à dire, mais on était déjà au 4e jour de festival. Ça fait quand même pas mal de films à voir par jour. Et 5e jour de festival, pardon. Et ça devient compliqué enfin, c'est pas compliqué. Non, mais c'est une implication mentale de à chaque fois redémarrer pour aller revoir, etc. C'est évidemment, on le fait avec un plaisir et une satisfaction immense. Et on en remercie encore le PIF de cette accréditation qui était évidemment, mais comprenez que ça peut être aussi une certaine charge. Et en fait, j'ai vraiment pas aimé la première partie parce que j'arrivais pas à voir ce qu'il voulait me dire. Et surtout, je sortais de Forbidden City qui avait vraiment été un gros coup de cœur. Mais en revanche, et c'est là que tu as parfaitement raison comme d'habitude, c'est j'ai beaucoup aimé la vision des enfers qu'il propose, qui est cette espèce moi j'ai même vu des inspirations d'espaces liminaux avec cette idée de ça te dit quelque chose mais t'es pas vraiment en terrain connu et en même temps un peu et tu sais pas, avec un mélange de techniques où il y a de la stop motion si je dis pas de bêtises. Oui, notamment pour une veste. Pour une veste. Il y a des plans absolument magnifiques avec en plus cette chose que j'adore qui était dans le Tragedy of Macbeth de Ethan Cohen. Je crois. C'est Ethan ou Joel, je les confonds toujours. Le bon, pas celui qui a fait Drive Away Dolls, dans l'idée, et qui est cette idée d'architecture qui n'existe pas, qui n'a aucun sens, puisque personne ne construit un bâtiment comme ça, mais qui visuellement fonctionne, puisque ça crée... Joel Cohen, voilà. Donc le bon, parce que c'est l'autre Drive Away Dolls, c'est pas possible. Et qui va par le décor, par la construction du plan, va créer une émotion, va créer une réflexion, ou tout simplement va créer un plan qui est incroyable, sa mère. Donc c'est peut-être le film le plus beau qu'on ait vu au festival. Alors ça se tape très fort avec The Holy Boy en ce qui me concerne, mais avec The Holy Boy et le deuxième film, le film dont on parle dans 2 séances. Mais bref, c'est en fait, c'est d'un côté un énorme coup de cœur et de l'autre un énorme coup dans le vide pour moi. Donc Orfeo, très circonspect sur ce film, même si l'intervention de l'actrice à la fin était très intéressante puisqu'elle-même parlait du cinéma italien, de ce renouveau du cinéma italien, du fait qu'effectivement il y a une histoire qui est très riche, qui est très importante, et que donc c'est d'autant plus rassurant et en même temps encourageant de voir le retour de ces films en force. On passe au film d'après ? La séance d'après, puisqu'on passe aux courts-métrages internationaux. Alors j'étais tout seul lors de cette séance-là, donc je vais passer rapidement dessus. Alors, les courts-métrages, c'est quoi ? C'est Clown Song, un homme qui voit un clown et qui... toute sa journée va être chamboulée suite à ça, un vendeur de donuts, si je ne dis pas de bêtises. Film qui a eu d'ailleurs le prix du public. Le prix Noël, exactement, prix du public. Pourquoi ? Je ne vais pas outer tout de suite. Okay. Je t'en parlerai peut-être hors antenne. Mais c'est un film qui utilise un dispositif assez inattendu et qui devient
peut-être mon fou rire du festival, j'étais en larmes devant, simplement. Je vais être très net directement, la section des courts-métrages internationaux, et là-dessus, un immense merci à Xavier et Véro. Véronique Davidson et Xavier Collomb, les deux programmateurs du PIF, mon Dieu, où suis-je, qui ont fait un travail monumental, puisque la sélection est juste exceptionnelle. C'est une de mes meilleures séances du PIF. Venez voir les courts-métrages à chaque fois. Tous font autour de 10 minutes, voire moins. On en parlait avec une spectatrice du PIF qui disait que la grosse différence entre les cours français et les cours internationaux, c'est que les cours français ont souvent tendance à être des cartes de visite pour être remakés en long métrage. Ce qui se tient totalement. Là où les cours internationaux se tiennent en eux-mêmes la plupart du temps. Exactement, parce que à part Humans League 2, et même un peu Lactose, Bête Noire, Exit, Holty et La Dernière Neige feraient tous, et devraient, dans le cas de La Dernière Neige ou de Holty, dans le sens où ça se voit qu'il faut plus, quoi. Oui, il crie long. Il crie long. C'est ça, c'est prenez-moi. Là où les courts-métrages internationaux sont beaucoup plus à l'os, parce que Grandma is Thirsty, donc je prends la liste directement disponible sur le site, ce n'était pas l'ordre dans lequel ils étaient montrés. Grandma is Thirsty, c'est autour d'un personnage de couleur noire, important, qui va se retrouver embarqué par deux jeunes bizarres typés le village des damnés de Carpenter, pour ensuite se retrouver pris au piège avec leur grand-mère qui est une bestiole. Je n'en dis pas plus, mais qui donne lieu à une image horrifique vraiment impressionnante. Magaigami, énorme coup de cœur à nouveau, film japonais si je ne dis pas de bêtises, sur une fille dans un parc qui va se retrouver aux prises avec des démons. Les démons ont une gueule folle, le cours est génial, la fin est géniale, c'est trop bien, en plus les bestioles sont vraiment géniales. Masks, donc qui a eu le prix Shadows. Alors sur un homme et une femme, un homme dont l'épouse est catatonique suite à un accident de voiture qui a causé par ailleurs la mort de l'enfant, et qui en lui mettant des masques, voit que elle prend certaines personnalités en fonction du masque qu'elle revêt. Le concept est génial, l'exécution est parfaite, puisque c'est parfaitement resserré, parfaitement ultra efficace, et surtout, la fin est, je trouve, très puissante émotionnellement. Je m'attendais pas à être aussi touché. Je parlerai de mon préféré à la fin, puisqu'ensuite il y a eu Spool autour d'un trou mystérieux dans une maison. Très intriguant, à mi-chemin entre l'horreur et la comédie, avec quand même une grosse emphase sur la comédie. Spool qui a eu la mention spéciale du prix du jury. Tout à fait remarquable. Je pense que la meilleure qualité qui en ressort, c'est le sens des dialogues. Je trouve qu'il y a un ping-pong de dialogue entre les deux personnages principaux qui est particulièrement bien mené. Steak Dinner qui a eu le prix du jury sur une femme qui ramène une bestiole chez elle, qui la présente à sa compagne, et qui va développer une sorte d'obsession autour de l'animal. Alors, au début, je partais en me disant je n'étais pas sûr du début. J'aime beaucoup ce que le film en fait, j'aime beaucoup la fin, et pareil que pour Clone Song, j'ai eu un fou rire devant, où l'arrivée du générique notamment est extrêmement drôle. The Man That I Wave At, c'est peut-être le seul où je suis un peu circonspect, puisque c'est beaucoup plus du côté du thriller. Alors, il s'en sort malgré tout très bien, notamment par sa fin à nouveau, qui va chercher une émotion, qui va chercher un sens du tragique auquel je ne m'attendais pas, avec en plus une certaine réflexion amenée autour de la vacuité du quotidien. C'est un film que un court-métrage que j'ai trouvé assez triste, mais en même temps captivant. Et enfin, Meat Crayon, mon court-métrage préféré, c'était mon coup de cœur le plus absolu, autour d'une enfant qui reçoit des crayons de couleur mystérieux venant d'un personnage tout aussi mystérieux. C'est assez gore, c'est très méchant, et c'est hyper fun. À nouveau, je reste mystérieux sur ces courts-métrages-là, mais bref, venez voir les séances de courts-métrages, c'est toujours trop bien. Ensuite, Marama, film gothique néo-zélandais. À nouveau, j'avais une énorme attente dessus. Pourquoi gothique? Gros coup de cœur dessus. Est-ce que tu as le nom du réalisateur? Tarato Astapard. Voilà. Alors, petite anecdote, quand il nous a présenté le film, puisqu'il était présent, il a fait une prière d'invocation maori juste avant, ce qui donne tout de suite un charme non négociable. Alors, Marama, film, les plans sont à tomber par terre. Je pense que c'est lui. Je disais que c'était Silence, mais je pense que c'est lui, mon plus beau film de ce festival, puisqu'il a un sens notamment de l'architecture, un sens de la mise en scène gothique qui est vraiment frappant. T'es sûr que c'est lui? Comment? T'es sûr que c'est lui? Ok, non, il y en a peut-être un autre. Non, mais ils sont tous très beaux. Ouais, mais dans la sélection culte, il y en a quand même un. Oui, qui arrive le lendemain, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Non, mais ils sont tous très beaux à leur façon, mais celui-ci avait quand même un sens de la mise en scène qui m'a vraiment, vraiment séduit, et également
qui va amener, alors j'ai déjà parlé plusieurs fois à ce micro-là, de la façon dont l'identité d'une culture, en tout cas son originalité, est particulièrement importante, puisque une histoire qu'on nous a déjà racontée 500 fois, mais avec des monstres qu'on n'a jamais vus, naturellement, on n'a jamais vu. Enfin, en tout cas, naturellement, on a envie de la voir. Et c'est exactement ça avec Marama, qui va invoquer la culture maori, qui est une culture qu'aucun de nous deux ne maîtrise, à moins que tu me révèles des choses. Ah, moi, ça se limite à Vaiana, donc ça va être très clair sur ça. Et c'est exactement ça, où il y a plusieurs éléments, plusieurs visions qu'on ne connaît pas, que je ne connaissais pas, lesquelles je ne m'attendais pas, et qui m'ont vraiment frappé. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui est peut-être un peu slow burn là-dessus, c'est peut-être son défaut, puisqu'il dure 1h40, 1h50. 1h30. Ressenti peut-être un peu plus. Mais parce que la première moitié, voire les 2 premiers tiers, sont vraiment slow burn et mettent du temps à se mettre en place. Alors ça mène à une conclusion qui, je trouve, fonctionne très bien, et qui, en plus de bien fonctionner, arrive à être un raccord parfaitement avec l'héritage, avec le message que l'auteur veut faire passer. Donc là-dessus, ça a un double poids, un poids narratif et un poids symbolique particulièrement fort, mais j'en ressors extrêmement séduit. J'aurais peut-être aimé juste un peu plus de rythme dans la première partie, mais je chipote puisque le régal des yeux parvient à combler cette irrégularité rythmique. Dernier film où tu as été seul. Dis-moi, voilà, dernier film où j'étais seul dans mon équipe. Dollhouse, film japonais qui me faisait peur sur beaucoup de choses, puisqu'il est réalisé par Shinobu Yaguchi, qui vient de la comédie. Alors, il peut y avoir des Thomas Alfredson, si je dis pas de bêtises, celui qui a fait Morse. Oui. Qui viennent de la comédie et qui fonctionnent, mais ça fait peur, puisque en plus de ça, il fait 111 minutes en démarrant à 21h45. C'est un film de poupée hantée en 2025. Beaucoup de choses qui ne rassurent pas, mais finalement, encore un gros coup de cœur. C'est un film qui m'a fait peur, et c'est, alors, sans aller jusqu'à nous jeter des fleurs, comme quand on ne ressent plus rien, c'est un luxe aujourd'hui de réussir à faire peur, puisque construire une ambiance, amener des images, amener des visions qu'on n'a pas vues, ce n'est pas donné à tout le monde, et le film le fait à merveille, puisque non seulement il arrive à faire peur, mais il arrive également à être assez oppressant, assez méchant, et qui, en étant porté par une formidable direction d'acteur et par un design de poupée vraiment réussi, arrive à aller chercher des situations, à aller chercher des images, notamment horrifiques, vraiment frappantes, vraiment presque électrisantes par ce qu'ils arrivent à faire. C'est peut-être un peu long pour son propre bien, mais personnellement, je reste vraiment conquis par Dollhouse, qui m'a d'autant plus surpris, puisque j'y allais un peu pas méga rassuré surtout. À noter la fin, que je trouve particulièrement réussie, et en plus d'être réussie, que je trouve assez inattendue. J'étais presque rassuré de voir qu'il allait en plus aller chercher une autre façon d'aborder l'horreur, notamment dans cette fin. Et Dollhouse, grosse surprise, gros coup de cœur, et j'espère que tu auras l'occasion de le voir. Je pense très sincèrement qu'il peut particulièrement te plaire. Mais j'espère aussi. On passe au lundi. Alors là, lundi, c'était le jour de la viande, puisque donc il y avait Fuck My Son qui était repris à midi, mais il y avait également Deathgasm 2 à 14h30. Qu'en as-tu pensé ? À noter que ce n'est pas un film qui a beaucoup séduit le public. Non, c'est vrai. Deathgasm 2, tu as bien aimé. J'ai adoré. Puisque tu es une personne de goût. J'ai adoré Deathgasm 2. Alors, vraiment, le quota métal du duo, c'est clairement Corentin. Yeah. Il y avait du Meshuggah dans la salle avant. Yeah. Mais, et d'ailleurs, oui, playlist métal préparée par les bons soins de Xavier Collomb. Xavier Collomb, effectivement. Moi j'ai eu mon Meshuggah, j'étais content. T'avais eu ton Baobali la veille en plus. Oui voilà, alors la playlist du pif elle est on point. Mais donc, film canado-néo-zélandais, toujours réalisé par Jason Lee Howden, donc à qui on doit le premier Deathgasm, mais aussi Guns Akimbo, que j'aime beaucoup plus que toi. Ouais, moi c'est un film qui m'épuise. Et après tu me dis qu'il tient pas le revisionnage, je l'ai jamais revu. Ouais, en fait non, première fois j'avais trouvé très sympa Guns Akimbo, il y avait toujours ce côté un peu irrévérencieux de Deathgasm, et en le revoyant je trouvais vraiment le film bruyant. Mais je sais pas comment dire, mais le film fatigant. Après peut-être que j'étais dans un mauvais jour, et je sais que le film a ses fans, et c'est également un film qui a ce mérite là, de parler de jeux vidéo sans être insultant envers les gamers. Alors il n'est pas spécialement gentil, mais il nous prend pas pour des cons, c'est déjà ça. Mais c'est un film que j'avais trouvé vraiment vraiment fatigant. À noter que entre Deathgasm 1 et 2, il y a 10 ans. Oui. J'en ai parlé avec Kickstarter entre les deux. Bref, on arrive à Deathgasm 2. Et qui est un de mes coups de cœur. Je l'ai dit plusieurs fois, mais excellente sélection aussi pour ce pif en même temps. C'est l'avantage du pif.
Le PIF a cet avantage, en étant déjà plus resserré en termes de temps et en termes de salles, d'avoir vraiment élagué dans la sélection et de proposer vraiment la crème de la crème. Bah pour le coup, moi j'en sors séduit à en crever, puisque Deathgasm 2, alors Deathgasm 1 se basait beaucoup sur Ferris Bueller, ce type de film, avec l'idée de parler de la jeunesse. Je trouve que Deathgasm 2 va beaucoup plus du côté du dernier pub avant la fin du monde, un côté beaucoup plus Edgar Wright, en parlant d'amitié, en parlant de comment est-ce que tu peux faire ta vie en tant qu'outcast, mais surtout en étant un putain de film fun. C'est super gore, on parle d'un spécialiste des effets spéciaux à la base. Là, il y a la viande sur les murs, en veux-tu, en voilà, c'est trop bien. Il y a le même esprit très irrévérencieux du premier avec un... Alors, peut-être que ça va devenir une récurrente de la saga avec cette idée de scène gore à base de tub. C'est hyper inventif dans les situations que ça va amener. C'est très référencé métal sans jamais devenir lourd. Il y a le caméo d'un très très gros chanteur, d'un très très gros groupe de metalcore, je n'en dirais pas trop, mais un groupe de metalcore des années 2000 qui était en rivalité permanente avec un groupe qui a fait un morceau autour de la pluie. Je ne dirais pas plus. Mais c'est un immense coup de cœur. C'est un film que je trouve tellement fun, qui est évidemment pas fin, qui a un nombre de blagues de cul en dessous de la ceinture. Je pense qu'il doit en avoir au moins une toutes les 2 minutes. À peu près, ouais, minimum. Mais c'est fait avec, je trouve, une certaine candeur qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est évidemment, on retrouve cette espèce d'idée de concept à la Evil Dead qu'il y avait dans le premier, mais cette fois-ci maxé, puisqu'il y a beaucoup plus de budget, donc beaucoup plus de choses que le film peut se permettre. Moi, ça a vraiment été un gros coup de cœur, j'en sors, mais conquis, et presque dégoûté que le film n'ait pas plus que ça, parce que pour moi, c'est un excellent film, et surtout un film où je ne pense pas avoir déjà vu ça avant, mais un film qui prend le personnage du métalleux, et vraiment le métalleux un peu loser, et qu'il en fait un héros très sincère. Le film n'a pas de cynisme, ok, se moque un peu de ses personnages par instant, mais toujours avec une vraie gentillesse, une vraie... presque une certaine mélancolie dans certaines scènes. C'est ça, vraiment la mélancolie, c'est pour moi le sujet central du film, c'est ce en quoi moi je le rapprocherais beaucoup du dernier pub, c'est ce côté, tu es resté bloqué dans le passé. Tu es nostalgique d'une époque passée. C'est ça, tu es nostalgique d'une époque passée, pourquoi mais pourquoi, mais sans être dans le mépris de... Pourquoi, virgule, c'est ridicule, plus dans le truc de pourquoi est-ce que c'était si bien que ça, et à toi de voir, vraiment, immense coup de cœur, et surtout ce sentiment tellement galvanisant de tout ce que j'en espérais, c'était là. Tout ce que j'en espérais était devant moi à l'écran, tout ce que je voulais voir dans ce film était là, et ouais, je pense que je suis amoureux de cette duologie de films, peut-être trilogie un jour, j'espère, dans 10 ans, ouais. Mais... Rendez-vous en 2035. Et surtout le personnage de Brody que je trouve tellement touchant, tellement attachant, qui malgré son côté beauf, malgré son côté complètement paumé aussi, disons-le, je sais pas, j'y suis attaché, et surtout le fait que je connaisse ces gens-là, le fait que je vois ces gens-là, si certains potes écoutent le podcast, peut-être que vous reconnaîtrez, les gars, je vous adore, mais je connais ces gens-là, et du coup je pense aussi une sympathie tout naturelle pour ce film-là. Bref, le film d'après, Et tu vivrai nel terrore l'aldila, oui, l'au-delà de Lucio Fulci, sorti en 81, séance culte. Tu l'avais déjà vu, toi? Oui, je l'avais déjà vu. Alors, quand as-tu pensé le revoir en salle? L'au-delà en salle. C'est présenté magnifique. par Nicolas Boukrieff. Oui. Qui également une interview sortira, bref. Non, mais oui, Boukrieff, qui présente le film et qui d'ailleurs a pu répondre à nos questions, à ta question notamment sur l'état de l'industrie italienne post l'au-delà, justement. Voilà, qui était très intéressant puisqu'il fait le parallèle avec la façon dont l'état politique du pays a eu un impact ô combien négatif sur ce cinéma qui était, on en a parlé dans l'épisode d'Argento, mais le cinéma d'horreur italien, c'est quand même quelque chose, et c'est pas peu dire. Vraiment, ça a été les meilleurs du monde pendant 10 ans, en fait. C'est ça, avec notamment, il cite 2 responsables, un qui est industriel, l'autre qui est personnel, à savoir l'industriel, c'est la VHS. Le fait que du coup, mais comme ce qu'il y a eu... ce qu'il y a eu avec la VHS, on l'a eu avant avec la télé, on l'a eu après avec le streaming. Bref, c'est une espèce d'éternel recommencement. Et l'argument personnel était Silvio Berlusconi, évidemment. Oui, voilà, on vous laissera vous renseigner, mais ça a eu beaucoup de conséquences douloureuses pour cette industrie. Mais donc l'au-delà en salle, alors sachant que l'au-delà, rappelons, ça s'inscrit dans cette fameuse trilogie de la mort de Lucio Fulci, dans laquelle il y a l'enfer des zombies, l'au-delà et Frayeur. Et la maison près du cimetière.
Il est pas dedans, Frayeur? Non, j'avais revérifié, c'est la Maison près du cimetière qui est mise dedans. Ok. Mais Frayeur est généralement accolé au lot. Donc voilà, si vous voyez la trilogie de la mort avec Frayeur, comptez-le dedans malgré tout. Ne chipotons pas. Pourquoi chipoter quand on peut profiter de tous ces chefs-d'œuvre? Lucio Fulci, on n'a jamais fait d'épisode sur lui, il faut qu'on en fasse un. C'est vrai. Peut-être l'année prochaine, maintenant qu'on en fait un par mois. C'est vrai. Prochain épisode sur un réalisateur, peut-être qu'il arrivera pas de sitôt vu qu'on a sorti Wes Craven on a sorti le mois dernier. Ouais, littéralement le mois dernier. Mais qui est un réalisateur important, qui est un réalisateur culte, mais pour les meilleures raisons du monde, qui est un réalisateur qui a nombre de films classiques et qui a fait l'au-delà. L'au-delà qui est donc un film avec une histoire existante. C'est-à-dire... Nébuleuse. C'est ça. On s'est fait la réflexion avec Corentin. On peut difficilement résumer l'histoire après un visionnage, même en sortant de la salle. Moi, c'était mon 3e. Et ce qui est amusant, c'est que je vois les scènes, je comprends ce qu'elles me disent. À la fin, tu l'as vu toi-même, je suis allé sur Wikipédia pour lire l'histoire du film. Je me dis, ah oui, le film raconte ça. Oui, effectivement, mais c'est... Et en même temps, je trouve que ça participe au côté presque très mortifère de son cinéma. C'est avec le côté insidieux où ça te montre des choses, tu les comprends... Mais il y a un côté mécanique, incompréhensible, qui, je trouve, participe à l'effet final que procure le film, cette espèce d'effet de piège qui se renferme sur toi, parce que Frayeur me fait exactement la même chose. C'est ça. Je peux te donner plein de scènes de Frayeur, mais alors, ça parle d'une des portes de l'enfer, c'est tout. C'est des films qui ont littéralement des structures de cauchemar. Voilà, exactement, je ne l'aurais pas mieux dit. Mais j'ai envie de te demander, quel effet gore est ton préféré? Parce que là, il y en a, hein. Alors... Tu peux m'en dire 2. Pour rester sur la thématique bête noire, j'avoue que le chien. Le croc. Là, c'est ça, le croc, et quand même, en l'espace de 4 ans en Italie, on a eu 2 films sur sur une personne aveugle qui se fait buter par son yinche, et je sais pas ce qu'ils avaient à cette époque-là. C'est une thématique récurrente. Voilà. C'est un peu comme les gens tout nus chez Ari Aster. Voilà. Les vieux gens tout nus. Les vieux gens tout nus chez Ari Aster, précisons. Et il y en a tellement... Je peux donner le mien? Vas-y, donne-le. Les araignées. Oui. Les araignées qui est magnifique. En fait, on parle souvent du gore chez Lucio Fulci comme étant sa marque de fabrique. Oui. Mais précisons que c'est un gore qui a 3 éléments qui, je pense, le distinguent d'absolument tout le reste du cinéma. Parce qu'un effet gore à la Fulci, on en a vu. On peut penser à Deux yeux maléfiques, typiquement. Mais un effet gore comme Fulci, là, il faut le faire. Parce que c'est à chaque fois un gore qui est immonde, mais vraiment, c'est-à-dire que ça grouille, c'est sale, c'est poisseux, c'est visqueux, poisseux, c'est vraiment, vraiment sale. C'est un gore qui est bruyant, puisque c'est un gore où il y a toujours les bruits de succion, les bruits de... C'est ça, globalement, si vous croisez un cadavre de Fulci un jour dans la rue... Il parle. Déjà, il parle, et surtout, vous tapez pas dessus avec un bâton, sinon vous avez peur qu'un truc de je ne sais quelle couleur vous explose à la gueule. Ça fait... Il y a des bruits, il y a un bruit à la Fulci, et c'est un gore que je trouve toujours... Alors, le terme peut paraître exagéré, mais attendez, que je trouve toujours profondément mélancolique, mortifère, c'est-à-dire que, comme tu as dit, ça s'inscrit dans une structure de cauchemar, et du coup, il y a cette idée de... irrattrapable, d'instoppable, d'inarrêtable, voilà, va mourir et va le faire de façon immonde. Ce qui est magnifié avec la fin d'ailleurs. Ouais, ce qui est magnifié dans cette fin de l'au-delà qui est, tu disais, les beaux films, l'au-delà est peut-être aussi un des plus beaux films de ce festival, étant un film qui est beau par... Alors, si on est sensible à cette logique de cauchemar, à cette logique mortifère, je vous renvoie à ce que j'avais dit dans un épisode il y a longtemps, mais sur Ouvre les yeux, où j'avais parlé d'à quel point cette logique de cauchemar est une logique qui, moi, me séduit énormément au cinéma, et qui, ici, je trouve peut-être un de ses acmés les plus absolus, avec ce truc inarrêtable, quoi. On peut renvoyer à l'épisode Argento sur Inferno. Exactement, qui avait la même structure. Ouais. Cette structure de... je vois très bien les éléments qu'il déploie, je vois l'idée de troisième mer, je me rappelle d'un marchand de glace qui fait un aller-retour. Mais alors, raconter le film, j'en suis incapable, mais c'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que je pense que si on pouvait expliquer l'au-delà, Frayeur, ça perdrait du charme. Ça perdrait vraiment du charme. C'est comme Lovecraft, au final, faut pas chercher à l'expliquer. Exactement, c'est une approche horrifique, très proche de Lovecraft, très très bien dit. Bref, l'au-delà, c'est un film classique pour les meilleures raisons du monde. Si vous avez la chance de ne jamais l'avoir vu, foncez dessus, jetez-vous sur ce film merveilleux. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez déjà vu, revoyez les films de Fulci. Précision sur Lucio Fulci que, à nouveau, il a beaucoup de films cultes, et si on fait un épisode sur lui, on prendra sûrement aussi des films plus compliqués, du style Enigma ou Le miel du diable, qui sont souvent les 2 films que je donne pour illustrer à quel point ça devient compliqué. Nicolas Boukrieff a par ailleurs parlé
de Enigma. C'est ça, du tournage d'Enigma. Et comme quoi, c'était vraiment... Il y avait plus rien et plus personne, donc fin de carrière, on dit souvent que les réalisateurs horrifiques ont une fin de carrière compliquée. Toby Hooper a eu une fin de carrière compliquée, Wes Craven s'est très bien relevé avec un très beau chant du cygne, mais on peut aussi penser à, j'allais dire David Cronenberg, mais ça dépend des points de vue. Ça dépend. Carpenter, lui, par contre, c'est compliqué. On vous renvoie à notre épisode dédié, même si on s'était arrêté à Ghost of Mars. Non, à Cigarette Burns. Piège à l'intérieur, du coup. On s'était arrêté au deuxième Master of Horror. Donc ça va. Pro-Life. Et Lucio Fulci, c'est peut-être un des plus compliqués ever, où vraiment ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Argento est sur une pente légèrement remontante. Très légèrement, parce qu'il est vraiment descendu très très bas quand même. Oui, mais justement, il sort de Dracula 3D, de Giallo, il fait lunettes noires. On se dit, ouais, voilà, tu préfères lunettes noires ou le sang des innocents? Le sang des innocents. Voilà, la musique. On passe au film suivant, qui est... Dolly, donc, de Rod Blackhurst, et qui est en demi-teinte. Ouais, en demi-teinte, alors... C'est un film très inspiré de Massacre à la tronçonneuse et de Devil's Reject. Oui, et de Ghostland. On va suivre un couple dont le mari va subir un sévice qui va le laisser en vie, mais un sévice qui va donner lieu à des effets gore très agréables. C'est ça, Marie joué par d'ailleurs Sean William Scott, donc le stifleur de American Pie. Qui avait déjà eu un rôle dans le très sympathique Bloodline, sur lequel j'aimerais bien écrire quelque chose, maintenant que j'ai plus de temps, je peux très probablement le faire, sur lequel dont je parlerai, qui était un excellent film de Vigilante. Bref, et qui est disponible d'ailleurs sur Shadows, si je ne dis pas de bêtises. Donc Dolly, qui d'ailleurs sortira en France dans les mois à venir. C'est ça. Édité par ESC Films. Alors, Dolly, disons ce qui est bien, le méchant a de la gueule. Le méchant a vraiment de la gueule, avec cette espèce de masque de poupée sympa. Il y a plusieurs effets gore très agréables, et j'aime bien le cadre dans lequel ça se déroule, avec cette maison où il y a plein de poupées. C'est ça, globalement, vraiment grosse qualité, l'ADA, que ce soit les décors, les accessoires, le lieu, même en soi certaines lumières qui réussissent à jouer sur l'ambiance angoissante. Qui donne un côté sale au film sans que le film ait à déployer mille et un effets, je sais pas, sans que le film ait à mettre du vomi partout par exemple. Voilà. L'aspect négatif, et ça on est d'accord là-dessus, c'est le scénario. C'est le scénario où en fait le problème d'un film aussi resserré, parce qu'il ne fait qu'1h23, c'est que on l'a déjà vu plein de fois. Alors ça reste pas désagréable, puisque si on aime le format white trash, on est fan de slasher, donc à la base, on connaît, mais si on aime le format white trash, donc cette idée de tu te fais kidnapper par une famille chelou, il va t'arriver des trucs chelous, et à la fin, tu t'en sors ou pas, ça marche. Ici, je dois admettre que je ne suis pas le plus gros client de... en fait, j'ai toujours appelé ces films-là les white trash movies, mais... je sais pas, de ces clones de Massacre à la tronçonneuse. On adore Massacre à la tronçonneuse, mais parce que c'est Massacre à la tronçonneuse, quel film n'est pas inspiré par Massacre à la tronçonneuse, c'est le NAS du film d'horreur. Moi j'adore Devil's Reject parce que je trouve que le film est extrêmement fort émotionnellement. Moi, c'est un film qui me fait pleurer en toute honnêteté, et surtout c'est un film qui a une brutalité à laquelle on peut ne pas s'attendre. Un jour on fera un épisode Rob Zombie, on parlera plus en détail de ça. Est-ce que tu mets Ghostland là-dedans? Parce que je trouve que Ghostland a des éléments de... Non, je le mets pas là-dedans, mais par contre Dolly est très clairement inspiré de Ghostland. Et donc c'est ça, mais du coup le problème de Dolly, c'est que... Problème ou pas, en fonction de l'appréciation qu'on peut avoir de ce genre-là, on a déjà vu ce film. C'est ça, c'est-à-dire que littéralement, je compte plus le nombre de scènes qui empruntent à Massacre à la tronçonneuse. Je pense à la fin, typiquement. Oui. Je pense à la scène du repas. Effectivement. Et de nombreuses scènes qui empruntent justement aux bases fondamentales du slasher. Je pense au cliché de « tu as réussi à neutraliser la menace », tu vas aller monter à l'étage te planquer plutôt que d'essayer de t'enfuir. Quelqu'un de super chelou dans une pièce où il y a un cadavre te propose de l'aide. Réfléchis. Oui. Ouais. Bref, donc demi-teinte pour Dolly. Alors, peut-être aussi à préciser qu'on avait beaucoup d'attentes parce on sortait de 2 excellents films et on se disait de la viande sur les murs, moins de 16, ESC, trop bien. Parce que ESC surtout, qui nous avait ramené en France donc les Terrifier, Project Wolfenstein. Terrifier 2 et 3. 2 et 3 effectivement. Qui ont édité le premier. Oui. Project Wolfenstein, The Sadness, donc en termes de viande sur les murs, ils maîtrisent, et quand il n'y a pas de viande sur les murs, c'était Les Chambres Rouges, qui était quand même un sacré choc, et qui avait également sorti Mad God. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on avait un peu trop d'attentes pour ça, très probablement qu'on ira revoir le film au moment de sa sortie pour avoir un avis peut-être plus à froid en sachant à quoi s'attendre. Et en ayant peut-être l'avis aussi du public à ce moment-là, du public français. Exactement. D'autant plus que c'est sûrement un film qui peut beaucoup plaire, ne serait-ce que par aussi sa simplicité, qui est
à la fois, comme, en tout cas selon nous, qui peut être une faiblesse, mais qui peut aussi être une force, puisque le film est, du coup, par sa simplicité, très efficace. C'est ça, si vous aimez typiquement les films où vous êtes en terrain très très connu, sur justement sur le slasher, enfin ce truc très basique, si vous voulez un film devant lequel vous voulez juste passer un bon moment avec une soirée entre potes, ça peut être l'occasion. Oh, ça fera l'affaire. Ensuite, Taroman Explosion, dernier film pour moi, puisque je n'étais malheureusement pas à la séance de clôture. Alors, film hommage au tokusatsu basé sur l'œuvre du Picasso japonais, selon les termes de présentation. Qu'as-tu pensé du film ? J'ai adoré. C'est génialement déviant. J'ai adoré ce film. Au-delà d'être une espèce d'ode à la créativité, à la liberté, à énormément de choses, c'est aussi un film qui prône l'artisanat, c'est-à-dire que le nombre d'idées visuelles de ce film n'a d'égal... En 1h45, n'a d'égal que la proportion qu'il a de faire sentir que le film a été fait avec 3 bouts de ficelle et un Mars. Enfin, genre, vraiment, c'est fascinant comment en 2025... alors peut-être qu'on est aussi biaisé par une industrie... stérile et majoritairement hollywoodienne, très cynique et qui a toujours peur du ridicule. Là, on va vraiment aller à fond dans le côté. Vous savez quoi ? Nos costumes, ils sont faits avec du lycra, un colis Amazon et les bananes qui nous restaient de l'anniversaire du petit. On va faire un masque avec ça. Et on va faire un masque de super-héros. Mais oui, et bref, je suis absolument subjugué par à quel point ce film réussit à être aussi créatif, tout en littéralement délivrant le message de sois qui tu as envie d'être et surtout sois le plus créatif possible. Fais ce que tu as envie de faire en créant, en inventant, en innovant. C'est ça. Et le tout ponctué par ces petites maximes Taroman. C'est littéralement dans le film, il y a plusieurs séquences où on voit juste un effet de transition avec la... Taro, voilà. Et les petites maximes donc de Taro... Taro Okamoto, le merci. Picasso japonais, je viens de retrouver le nom. Voilà. Et oui, c'est évidemment le film, je pense, le plus riche visuellement de ce festival. Il fourmille absolument à chaque image, c'est magnifique. En ce qui me concerne, alors j'avoue que j'étais un peu désarçonné par le film. Après, à nouveau, moi je sortais d'un week-end complet. Oui. Donc j'étais un peu désarçonné, mais effectivement, plus le temps passe et plus j'en sors finalement assez enchanté par ce que j'ai vu, avec notamment ce que j'en garde le plus, c'est cette pulsion de créativité vraiment battante pendant tout le film, où le film lui-même a besoin de se réinventer en permanence pour continuer. Ça, il est frénétique, il va te froisser le cerveau. Voilà, c'est ça, c'est une frénésie créative qui ne peut s'arrêter qu'au moment du générique. Et encore. Et donc vraiment, personnellement, je vais être plus concis que toi, puisque vraiment, pendant le visionnage, j'étais un peu... plus les yeux écarquillés devant ce que je voyais. Quelque part, c'est un bon signe. Moi, j'étais absorbé, vraiment. Et j'en ressors en me disant, waouh. Et plus le temps passe, plus ce waouh devient... Vraiment, c'était très bien. Et puis, du tokusatsu, on ne peut évidemment pas cracher dessus. Cérémonie de clôture, ensuite, avant qu'on détaille rapidement sur nos films préférés, etc. C'est ça. Alors, le dernier jour du festival, juste, Dolly repassait. Ouais. Flush passait. Qu'on avait vu à l'étrange, qui était un de nos coups de cœur, et dont on vous a parlé dans l'épisode dédié. Voilà. Apocalypto de Mel Gibson passait en séance culte. Chef-d'œuvre, je sais pas comment, mais soit j'écris, soit je le prendrai en sélection. C'est pas fantastique à proprement parler, mais c'est un film exceptionnel. Et aucun de nous n'était à la séance malheureusement, mais j'espère que s'il repassait, il repassait sans sous-titres. Parce que c'est un film qui est tourné entièrement en langue locale, et c'est un film qui gagne à être repassé, à être vu sans sous-titres, je pense, parce que tout passe par la caméra. C'est peut-être un des films, et je le dis très sincèrement, un des films les mieux mis en scène que j'ai jamais vu, même si, nous le rappellerons jamais assez, Mel Gibson, dans sa vie de tous les jours, a l'air d'être une personne détestable. Absolument. Voilà, détestable, et c'est peu dire, à noter que probablement il réalisera plus rien, puisque son dernier film en date, sorti cette année avec Mark Wahlberg dans un avion, c'est complètement cassé la gueule, ça n'a pas marché, et visiblement ça avait l'air vraiment calamiteux. C'est quoi, c'est Voilà au risque, je crois. Ouais, je sais plus, c'est un nom à la con. Ouais, et attention, il y a Mark Wahlberg. C'est ça, donc c'est ça. Film réalisé. Mark. C'est ça, film réalisé par un antisémite avec un raciste notoire. Que peut-il mal se passer ? Mark Wahlberg, je vous invite juste à aller voir la façon dont il parle de lui-même sur Instagram. C'est très drôle, très très drôle. Lisez ses descriptions avec une voix d'enfant de 14 ans, ça marche très bien. Et alors,
J'ai la confirmation, Apocalypto repassé, sous-titré en anglais et en français. Ah zut, dommage. Dommage, vraiment, je vous invite à faire l'expérience de le voir sans sous-titres, ça marche très bien. Ok, Bref, et tu étais à Scarlet et l'éternité de Mamoru Hosoda, je suis dégoûté de l'avoir raté, est-ce que c'était bien? Scarlet et l'éternité, donc déjà qu'on a pu avoir 3 mois avant sa sortie française. Donc c'est le 11 mars. Le 11 mars, distribué par Sony Pictures. Le film est sorti en décembre, il me semble, au Japon. Et alors, demi-teinte, en ce qui me concerne, pour Scarlet et l'éternité, c'est un film qui... Alors, je vais outer le négatif tout de suite. Scénaristiquement, ça se répète beaucoup au sein du film, notamment sur la thématique de la vengeance, mais en fait, il faut pardonner à ses ennemis, ce qui arrive un certain nombre de fois dans le film. Et il y a surtout des visuels que je trouve assez discutables, c'est-à-dire que le film a littéralement 2 styles d'animation au sein des séquences. Un style d'animation qui est à reprocher du reste de la carrière de Hosoda, je pense notamment à Belle, et où ces séquences-là sont absolument sublimes. Et d'autres séquences qui sont animées à la manière de, au hasard, La guerre des Rohirrim, qui était pas... Le film Seigneur des Anneaux en animation sorti plus tôt dans l'année ou... fin d'année dernière, décembre dernier. Qui avait l'air particulièrement cheap. Ouais, en fait, En fait, ça avait vraiment une gueule d'animation Jap, mais d'animation Jap de série, et pas de film, c'est-à-dire, globalement, quasiment rien n'est animé à part ce qui est important à l'image, avec une animation de la bouche des personnages ouvert, mi-ouvert, fermé, et globalement ça fait cheap quoi, et quand j'échange de l'argent contre ça, j'ai pas envie de voir du cheap. Et surtout avec une espèce de... Pour revenir à Scarlet, quelque chose de très bizarre dans l'animation, dans le côté... dans les scènes du purgatoire, parce que oui, en gros, le film est une réécriture d'Hamlet, avec une grosse partie qui se passe dans le purgatoire. Les décors ont un soin très particulier accordé au photoréalisme, et ça pourquoi pas, mais du coup on a l'impression que les personnages ne sont pas là, c'est-à-dire que les personnages ont une animation de film d'animation, là où le reste a la gueule du Roland de Jon Favreau, pas en ce qui concerne les personnages, mais en ce qui concerne les décors, pour le coup, sur la CGI des décors, le Roland de Favreau, c'est globalement inattaquable, mais voilà, outer ce négatif tout de suite. Le gros point positif, c'est évidemment Mamoru Hosoda, c'est-à-dire que ça reste quand même un monstre dans sa mise en scène. On chiale un peu ou pas? Moi non. Okay. Pour le coup, un petit peu ému sur la fin, mais ça va pas partir en chialade. Donc je vais chialer à fond. Je chiale devant les enfants loups, typiquement. Ah, moi, Belle c'est cascade. Hein. Belle, c'est grosse cascade. Mais donc, le gros point fort, c'est évidemment Hosoda. Que ce soit dans sa mise en scène, ses cadrages, même sa gestion des couleurs aussi, qui sont chatoyantes au possible, notamment dans les séquences typées Belle et pas typées Rohirrim. Il y a un soin qui est absolument magistral. C'est globalement, le film vaut le coup, rien que pour Hosoda. Déception, comme j'ai dit du coup, pour l'animation et pour le scénario, mais sinon, ça vaut le coup. Et je tiens à finir ça en disant que le fait que le PIF, qui est mine de rien un festival qui existe depuis pas si longtemps que ça, alors ok, ça fait 14 ans, mais à l'échelle de beaucoup de festivals, 14 ans c'est assez peu, le fait que le PIF réussisse à avoir le dernier film d'un des plus grands réalisateurs de Japanimation de sa génération, 3 mois avant sa sortie française, bravo. C'est évidemment bravo au PIF. Et merci. Et merci. On va finir sur ça. Mais... On finira sur tous les remerciements évidemment. C'est ça. Mais merci à tout le monde, que ce soit le PIF, les orgas, les bénévoles, le Max Linder. Évidemment, big up à tout le monde. Merci pour l'accréditation, évidemment. Voilà. Alors, pour ce qui est des petits films que j'ai envie de te demander à chaque fois, je vais te demander quel était, pour toi, le film le plus gore de cette édition. Le plus gore ? Ouais. Alors, pas forcément en termes de pure quantité à l'écran, ça peut juste être, toi, ton appréciation, c'était quoi le film le plus gore ? Alors, disons que le film avec le gore qui me parle le plus, et le ratio gore qui me parle et gore effectif, ce serait Deathgasm 2. Parce que la scène des tubs, tout simplement, mais même en soi, toutes les scènes de meurtre... Mais c'est un gore éminemment ludique, évidemment léger,
qui va beaucoup plus me parler que le gore même d'un Fuck Mason, qui est... alors, qui est pas si gore, qui est plus juste dégueulasse, quoi. C'est ça. Parce que en fait, t'as pas tant de sang. Alors, t'as plein de liquide, mais t'as pas tant que ça de sang. C'est ça. Mais ouais, pour moi, ce sera Death Gasm 2. Eh ben, écoute, je prends Death Gasm 2, mais je mets quand même un petit billet sur l'au-delà, parce que l'au-delà. L'au-delà, même si... Alors, les maquillages sont imprenables, et par contre, le gore, on peut s'accorder qu'il est délicieusement cheap. Il est dans son temps. Ah, je trouve pas tant que ça. Je trouve qu'en fait, alors, il est effectivement marqué dans son époque, mais alors cheap, c'est pas le bon terme. Non, parce qu'il est très artisanal. Cheesy. Ouais, cheesy. Voilà. Cheesy plus que cheap. Alors, quel était pour toi le film le plus fun? Taroman. C'est un roman d'Expo Explosion, et bah écoute. Évidemment. Personnellement, je pense que je suis en hésitation entre Sisu, Death Gasm et Forbidden City. Je vais... Ah non, Apopheniax. Apopheniax. Oui. Tiens, parce qu'en fait, surtout Apopheniax, c'était d'autant plus surprenant. Death Gasm 2 était très fun, mais c'était attendu. Apopheniax, je m'attendais pas à autant apprécié. Quel était pour toi le film le plus prenant? Celui où t'étais le plus dedans, de A à Z? Je pense que Sisu. De par justement le rythme qui s'arrête pas tout le long, et aussi le fait que ce soit l'ouverture, quoi. Ouais, je pense que Sisu, quoique Vampire Hunter D, peut aussi rentrer dedans. Et bah écoute, moi je pense que je vais aller soit vers Save the Green Planet, soit vers Holy Boy. Holy Boy qui m'a vraiment hypnotisé. J'ai pas Même si Vampire Hunter D peut... Vraiment, il me fascine. Si c'est possible d'être amoureux d'un fichier MP4, je suis amoureux de celui-ci. Quel était pour toi le film le plus beau, esthétiquement parlant? Ce serait l'au-delà. L'au-delà. Je pense que c'est l'au-delà, ouais. Et bah écoute, moi je suis toujours en hésitation parce qu'effectivement l'au-delà, c'est le trio au-delà, Marama, Silence. Et Holy Boy aussi, quand même si Holy Boy c'est plus la mise en scène qui le rend beau que juste l'esthétique en elle-même. Quoique, non, c'est quoi? Vampire Hunter D, Marama ou l'au-delà, les trois sont... Et Orfeo, tous, mais... Oui, c'est vrai qu'Orfeo... Vampire Hunter D, Marama, l'au-delà, je garde ces trois-là. Quel était pour toi le film le plus original? Je peux redire? Oui, mais essayons de varier. Alors, donc pour ne pas redire Taroman, le plus original... J'irais vers Sisu aussi, mais plus dans le côté créatif que le côté original. Ok, je pensais que t'allais dire Junk World. Justement. Ah putain, mais oui. Ah ouais, ok, Junk World, ok. Parce que moi en original, c'est vrai que j'ai déjà dit Sisu en plus, donc ouais, Junk World. J'allais dire Save the Green Planet, mais je vais plutôt aller sur Redux. Qui vraiment, son concept est tellement éculé, il arrive tellement à faire quelque chose que moi j'étais vraiment dedans. Quel est pour toi le film le plus surprenant? C'est-à-dire tu ne t'attendais pas à ça et t'en es sorti conquis. Moi je dis tout de suite le mien, où vraiment j'y suis allé en me disant on va voir, c'est Dollhouse. Où vraiment je me disais putain, parce que j'avais fait la liste, mais comédie 2025 poupée, et on se retrouve vraiment avec un film qui est effrayant, qui est intriguant, qui est original, qui est presque touchant par instant, donc moi j'en suis sorti vraiment conquis. Je pense que ce serait Apopheniax pour moi. Apopheniax, effectivement, que j'avais pas mentionné mais qui vient de me revenir en tête. J'aime beaucoup la façon dont le film est un peu camp, un peu queer sur certains plans, notamment dans son premier tiers où il arrive à être sexy déviant, que j'aime vraiment beaucoup. Quel est pour toi le film le plus bourrin? Fuck Mason. Moi ça va, Death Gasm 2. Okay. Parce qu'en fait, Fuck Mason, justement, moi je le garde pour ma toute dernière catégorie. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Et justement, parce que pour moi, ce qui a été pour toi le film le plus déviant, c'est évidemment... du coup, oui, c'est Fuck Mason. Évidemment, Fuck Mason. Alors, dernier truc, quelles sont les 3 choses que tu as préférées au pif? Ça peut être des films, ça peut être des rencontres, ça peut être des moments, ça peut être n'importe quoi. Alors, non, faisons-le différemment. Quels sont les 3 films que tu as préférés et quelles sont les 5 choses que tu as préférées? Ça peut être ou 2 films supplémentaires, ou des films en plus, ou des moments, ou des instants, ça peut être ce que tu veux. Alors, les films que j'ai préférés. 3 films. Pas forcément en top, juste une petite liste. Oui, dans le lot, il y a Taroman. Ok. C'est sûr et certain qu'il y a Taroman parce que j'ai été absolument subjugué par ce que le film a pu proposer. L'au-delà. L'au-delà qui était... énorme claquasse visuelle, et je pense que... j'hésite entre plusieurs. Tu pourras toujours les rebasculer dans les 5 choses, mais l'idée c'est de splitter. Sisu, et écoute, on garde. Et toi? Alors en ce qui me concerne, Death Gasm 2 qui est vraiment Gormageddon, mais j'ai hésité avec qui était vraiment, le 1 fait peut-être partie de mes films préférés, il y a un monde où le 2 s'y fait une place, parce qu'en plus je trouve que le 2 aborde très bien l'idée de vieillissement, on a été ça à une époque, maintenant qu'est-ce qu'on est devenu.
Alors, deuxième film que j'ai particulièrement adoré, je vais aller vers... Ah, j'hésite. Save the Green Planet quand même. Save the Green Planet, qui était vraiment, vraiment une séance assez exceptionnelle. Et en troisième, je pense que je vais aller vers... écoute, je vais aller vers Vampire Hunter D Bloodlust, parce que vraiment, c'est le voir en salle, ça a été un moment exceptionnel. Et sur les 5 choses que je vais retenir, moi j'ai déjà les miennes, je les out tout de suite. La séance d'Influencers, parce que c'était une super surprise, c'était... À nouveau, j'avais bien aimé le 1, surtout en le revoyant et en écrivant dessus, mais le 2 a vraiment été une chouette surprise, et le fait d'avoir Cassandra No, Lisa Delamare et Curtis David Hader qui étaient présents, et le fait de pouvoir leur demander des petites choses qui sont sur nos réseaux, c'était d'autant plus plaisant. Les 3 sont évidemment adorables. Le fait de pouvoir interviewer Cyril Despontin, c'est très personnel, mais voilà, c'était un... J'avais le sourire je crois que ça ne se voit pas sur la vidéo, heureusement, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Le fait de pouvoir de rencontrer toutes les personnes qui partagent ce même amour que nous pour le fantastique, pour l'horreur, pour les trucs un peu bizarres. Que ce soit des gens qu'on connaît dans le privé ou des gens qu'on connaissait par les réseaux, le fait de pouvoir les rencontrer, d'interagir avec eux, c'était génial. Le fait de revoir François Gaillard, voilà, parce que cet homme est incroyable. Donc je le dis, cet homme est incroyable. Et dernier point, les courts-métrages. Parce que les courts-métrages, c'était... Je vais pas dire que j'y allais en ne m'attendant à rien, au contraire, mais je n'avais jamais fait de séance de court-métrage, comme j'avais dit, mais j'y allais avec beaucoup d'attentes, au contraire, et j'en sors avec cette frénésie, comme tu disais, cette frénésie créative, cette espèce de vivier d'idées, de monstres, de plans, de personnages, de conceptions complètement dingues. Bref, voyez les courts-métrages, c'est toujours trop bien à chaque fois. Et si je peux mettre un petit bonus en plus, la séance de Fuck My Son avec toi était quand même particulièrement fun, avec ce mélange de je dois rire ou je dois vomir, je ne sais pas, j'ai envie de faire les deux. Bref. Et toi, les 5 choses que tu retiens? Alors, il y aurait l'interview de Chris Spiliero. Oui, notre première interview. Donc voilà. Qui était adorable en plus. Oui, donc le réal d'Apopheniax. En plus, on aurait dû avoir 15 minutes avec lui, on en a eu 30. On en a eu 30, effectivement. Mais merci beaucoup de nous avoir laissé. Et évidemment, merci à lui qui était un très très bon client. Merci à lui, merci à Blanche, l'attachée de presse du festival, qui a été adorable tout le long. Qui a carry. La séance de Influencers aussi, qui, alors oui, justement, pouvoir avoir des réponses à mes questions de la part de l'équipe, c'était toujours réjouissant, et le fait qu'on ait pu faire des petites featurettes qui sortiront dans les prochains jours avec eux, c'était magnifique aussi. François Gaillard, évidemment. Le meilleur. Voilà, vous pouvez retrouver son avis sur Vampire Hunter D Bloodlust sur nos réseaux. C'est déjà disponible. Et il m'en reste 2 là. Ouais. 2 choses dont tu te rappelles, où tu te dis, ça c'est quelque chose que je veux garder avec moi. Bonne question. Je pense que globalement les rencontres. Que ce soit des gens avec qui on avait déjà pu échanger, des gens qu'on avait pu croiser à quelques occasions. Je pense notamment à Eleonore et Jessica, donc du collectif La Sororité, qu'on avait pu voir rapidement dans la projection de Carrie. Du coup, c'était il y a quelques années, ça maintenant. Ouais, c'était il y a un moment. Effectivement, oui. Et qui, évidemment, on vous invite à aller voir ce que fait La Sororité sur les réseaux. C'est un travail qui est non seulement de très très grande qualité, mais qui est surtout un travail très important, surtout au vu que prend le et les cinémas mondiaux actuels. Je vous renvoie au texte que j'avais écrit sur l'abominable dégueulasse, le monstrueux, l'immoral, le répugnant animal, et je n'ai dit aucun de ces termes avec du positif, qui, je pense, témoigne du revirement que prend le cinéma indien actuellement, que prennent les cinémas indiens actuellement, puisque même avec d'autres choses, on peut penser à Faté ou un peu à Marco, d'une certaine façon. On constate, et je pense que c'est d'autant plus important de remettre en avant le fait que c'est important et c'est même essentiel d'avoir des femmes devant et derrière la caméra, et surtout d'avoir des femmes considérées devant et derrière la caméra, n'est-ce pas? J'avais une liste de noms en tête que j'allais défiler, mais je la garde pour moi. Et une dernière chose que tu souhaites garder, peut-être que ce soit à nouveau une séance, un moment, une rencontre, n'importe quoi. Globalement toute la cérémonie d'ouverture, enfin toute la soirée d'ouverture. Donc avec l'enchaînement Jacques, Sissou et Vampire Hunter. C'est ça, et puis avec du coup les interviews qu'on a pu faire de Laurent Duroche et de François, qui sont voilà. Effectivement, alors encore une fois, là c'est les remerciements obligatoires, mais ô combien essentiels et surtout ô combien
élémentaire. Encore merci au PIF de nous avoir donné cette accréditation exceptionnelle qui était pour nous, en tout cas pour moi, mais un véritable rêve qui se réalise, qui se concrétise de pouvoir couvrir ce merveilleux festival. Ouais. Mais donc merci à Blanche évidemment de nous avoir donné, de nous avoir permis ça et de nous avoir donné l'occasion de mener ces différentes interviews. Merci à vous de nous écouter. Évidemment. C'est grâce à vous, sans vous on n'aurait pas cette accréditation. En toute honnêteté, on a déjà parlé, mais on regarde jamais les chiffres en direct parce qu'on veut que ça reste un plaisir. À la base on est vraiment juste deux potes qui parlent de cinéma où l'idée de base est venue de... C'est quand même marrant quand on parle de ciné, viens on l'enregistre, voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épisodes de 4 heures. 1h45 d'enregistrement sous les yeux pour l'instant, vous verrez combien on a cuté au final. Mais bref, un immense merci à vous, un immense merci au PIF, évidemment. Longue vie à ce festival qu'on espère déjà revoir l'année prochaine. Et puis, n'hésitez pas, si vous y étiez, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous nous croisez un jour, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça, et big up aux bénévoles. Oui, mon Dieu, un immense big up à tous les bénévoles, sans qui évidemment le festival pourrait pas se faire. Ouais. À ce moment, tout le monde est au comité de visionnage, au comité de sélection, l'organisation, les bénévoles, ça sans qui ce festival ne pourrait pas se faire. Le Max Linder, évidemment. Le Max Linder, évidemment. En fait, c'est un festival qui est... On l'avait évoqué lors de la présentation, mais qui se déroule dans une seule salle en plus. Donc c'est d'autant plus... ça peut avoir l'air plus simple, mais ça veut dire qu'il faut gérer toute la logistique, de vendre des billets, voir qui rentre, assurer l'entrée des billets, faire sortir les gens, les refaire rentrer, et ce pendant toute une journée. On peut penser typiquement à la journée de samedi, où les films démarraient à 11h, et Fuck My Son, qui dure à peu près 1h40 à peu près, voilà, démarrait à 23h45, ça veut dire que de 11h à 2h du matin, ça faut charbonner, donc bref, ce n'est pas facile, et un immense merci à eux, sans qui rien de tout ça serait possible. Encore une fois, merci à vous, et on vous dit au prochain épisode, qui est, on peut le dire, pour l'épisode de janvier, qui sera le bilan de toute l'année sur Fantastique et Horreur, mais, alors, faut qu'on voit encore le format, mais probablement pas, alors peut-être que ce sera ça finalement, on verra, mais probablement pas je sais plus, c'était 6 heures d'épisode, je crois, c'était 4-5 heures, en double format, quoique, peut-être, on verra, de toute façon, des professionnels pour décider au dernier moment, et le décider bien. Bref, un immense merci à vous, et évidemment, voyez des films, voyez le plus de films possible, et on se revoit l'année prochaine.